Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, ici Gugur. Très content de vous retrouver et aujourd'hui on est forcément avec le spectaculaire Chicago Six, comment tu vas? Salut à tous, bah écoute, ça va impeccable, hein. Avec un début de saison comme ça, on peut forcément que être heureux et positif et optimiste pour la suite, quoi. Ouais, on est dans la joie de vivre, là on tourne le 4 novembre, donc on vient de terminer tous les deux le Bulls de Sixers qui entache un petit peu, mais on est sur une bonne dynamique, on est là pour parler de ça aujourd'hui, on va faire un bilan des résultats numériques, on va faire un bilan d'état de santé, de ce qu'on pense des joueurs individuellement, du collectif, attaque, défense, etc. Et puis on finira par une petite projection sur la suite du calendrier. Mais commençons par le principal. Petit bilan numérique. Aujourd'hui, c'en est où les Bulls? Bah en termes de chiffres, tout simplement de bilan, 6 victoires, 2 défaites, c'est déjà très très propre, hein. C'est un des meilleurs débuts de saison qu'on a réalisé depuis très 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 longtemps. Tu sais, à chaque fois ils te disent, oh les Bulls, euh, ils avaient pas fait 4 victoires pour commencer depuis la saison 96-97. Après, ils étaient pas à 6 victoires, une défaite depuis tant d'années, etc. Donc, à chaque fois, ils te disent, ouais, on n'avait plus un tel bilan depuis tellement longtemps. Donc, c'est clair que ça fait bien plaisir, rien qu'à ce niveau-là. Et puis, de belles, belles victoires. Alors, pas toutes. euh, Beaucoup qu'on est allé chercher dans les fins de match bien, bien serrés, notamment à Toronto, à Détroit pour l'opener aussi, si je me souviens bien. Euh, le match contre Utah à domicile, qui est probablement le meilleur match des Bulls depuis bien longtemps. Depuis, ça se compte en années, je pense. Ouais. Donc, et puis bah même la défaite contre les Knicks, qui est parce que voilà, le buzzer beater de DeRozan est trop court. Donc dans l'ensemble, beaucoup beaucoup de bonnes choses sur le niveau comptable. Au niveau du jeu, on a vu de très très bonnes choses aussi, notamment défensivement, mais on va y revenir plus tard. Euh, Beaucoup, beaucoup de voyants au vert, quoi. On va aussi revenir sur bah, les petits soucis, que ce soit en termes de blessures et aussi au niveau de l'attaque. Il y a un petit peu de... C'est encore en réglage, on va dire ça comme ça, mais beaucoup, beaucoup de très, très bonnes choses à retenir de ce début de saison. Ouais, je te rejoins totalement. Alors c'est vrai, là on est à 6 victoires, 2 défaites, des défaites à chaque fois très courtes, qui sont dans le money time, comme tu l'as dit, un buzzer beater raté à New York, donc défaite d'un point. Hier on perd de 5 points, mais ça se décide vraiment dans les derniers moments du match, pour une équipe qui se connaît très très peu, avec pas mal de changements, notamment dans les joueurs majeurs. On est forcément hyper satisfait. On s'attendait peut-être pas, nous non plus, à un début de saison aussi tonitruant, sachant qu'on avait un calendrier considéré alors sur les 4 premiers matchs assez facile, et là on est sur un mois de fin d'octobre novembre plutôt compliqué, mais voilà, on a su faire des grosses performances. Donc on fait ouais, le petit récap vite fait des équipes qu'on a jouées, des Pistons qui jouent quand même le tanking. Ensuite on est allé voir du coup des Pélicans, qui sont une équipe qui est en galère depuis le début avec seulement une victoire. On a revu des Pistons, on a joué les Raptors qui sont une équipe combative qui prend ses marques mais qui voilà qui sont dans le forceps, des Knicks qu'on sait l'an dernier qui sont allés en playoff, premier tour, quatrième, donc une équipe qui se connaît déjà bien. Le Jazz, alors il manquait Mike Conley, mais on parle quand même d'une équipe référencée première de la conférence Ouest l'an dernier. Des Celtics attendus par beaucoup dans un range de play-in, hein, tout du moins, dans les 10 premiers de l'Est, et on allait les prendre, et d'ailleurs juste après leur vestiaire a un peu explosé avec les déclarations de Marcus Smart, donc ça c'est un bonheur supplémentaire. Et puis là on finit avec des Sixers pour lesquels il manquait quand même, on va le noter, un Ben Simmons qui n'a pas rejoué avec eux depuis le début de saison, Danny Green, Tobias Harris à cause du Covid, mais voilà, qui nous ont quand même pris avec une équipe assez référencée. Partons, nous, sur notre point blessure aussi, on est quand même pas beaucoup épargné. Alors on savait qu'on allait commencer la saison avec Kobe White sur le côté, on savait que Patrick Williams revenait d'une blessure au niveau de la cheville. On le sentait d'ailleurs dans son jeu, hein, qu'il était assez diminué, ben, ça a pas loupé. Autre pépin physique, là on l'a sur le côté pendant un bout de temps. Ouais, d'ailleurs, c'était même la troisième blessure de Williams, parce que dès le premier match à Détroit, il avait pris un coup à l'épaule. Et dès le lendemain, il disait que ouais,
juste un coup, quoi. Il est capable de jouer, c'est rien de bien méchant. Et puis au final, bah, ça fait la cheville, puis l'épaule, puis le poignet, donc tout du côté gauche d'ailleurs. C'est bizarre. Mais bah, sale chute contre l'Inix. Euh, sur l'action en live, je me dis oui, sale chute quand même, mais je me dis pas, tiens, ça y est, on l'a perdu pour 6 mois, quoi. D'ailleurs, Moi j'ai il peur, hein. shoot et il rentre ses deux lancers francs. Je me dis, nom de Dieu. Tu vois, après coup, quand ils ont annoncé le truc, je me suis dit, mais comment il a fait pour revenir et rentrer ses lancers francs avec ça, tu vois. Euh, Kobe. mais ouais, gros coup dur, bah, parce que voilà, quasiment saison terminée, hein, parce que tu te projettes à entre 4 et 6 mois. Dans 5 mois, la saison régulière est terminée, C'est ce qu'ont donc dit les Bulls. ouais, c'est très compliqué. Opération du poignet gauche avec les ligaments qui ont été touchés, le poignet disloqué, ils nous ont annoncé. Donc ouais, c'est vraiment la sale blessure qui arrive bah, sur le joueur qu'on voulait vraiment observer cette année avec tout ce qu'il y a autour de lui qui est très différent par rapport à ses saisons rookies. Donc on en attendait beaucoup et ben va falloir attendre encore plus et c'est vraiment frustrant quoi. Bah, je reviens dessus effectivement, alors parce que le Vosges, qui est un peu, enfin c'est la référence numéro une, hein, a 10 saisons terminées. Les Bulls, eux, ont fait un communiqué officiel, en tout cas sur Twitter, avec leur propre compte, en disant 4 à 6 mois. Ça nous projetterait dans les scénarios les plus optimistes à début mars. Dans les scénarios un peu plus classiques, on est plutôt fin avril, donc saison régulière sûrement terminée, peut-être de retour pour les playoffs, à voir comment le joueur se remet. Mais de façon globale, on le sentait bien hein, de toute façon que Pat il était assez diminué, c'était assez flagrant. Alors il y avait une question de rôle différent, beaucoup, voilà, cinquième option de l'équipe au niveau de l'attaque, mais moi je le sentais pas bien dans sa mobilité depuis le début de saison. J'étais pas rassuré pour lui, donc un coup d'arrêt, mais peut-être un mal pour un bien aussi pour que le jeune il puisse se reprendre en Bah main, disons quoi. quoi, tu sentais que qu'il était pas totalement remis de sa cheville, hein, ça c'était assez déjà au départ, il nous avait annoncé 4 à 6 semaines et il est revenu très rapidement. Donc essayons de ne Ouais, pas au bout de faire la 3. même erreur cette fois-ci et pas le faire revenir au bout de 4 mois dès que voilà. Je pense que c'est même mieux de pas, tu vois, dire tout de suite, écoute, saison terminée, playoff ou pas, suivant la longueur du parcours, c'est pas la peine d'espérer, plutôt que de dire, ah, il pourrait revenir si on va au deuxième tour, par exemple, parce que, bah voilà, c'est se donner de faux espoirs, et puis même lui, c'est pas un objectif, comment dire, enfin voilà, tu peux pas te dire, ouais, je reviendrai pour le deuxième tour des playoffs si on y est, quoi. C'est difficile de se projeter maintenant, quoi. Mais je pense que c'est mieux de dire, écoute, faisons une croix sur cette saison. C'est déjà la troisième blessure en 4-5 matchs que tu disputes. Euh, voilà. En plus, on a passé l'été à faire en sorte qu'ils prennent une bonne condition physique et qu'ils prennent du muscle. Là, il va tout reperdre. Donc, mets-toi prêt pour la saison prochaine, mais celle-ci, écoute, ce sera pas la peine, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'il avait fait une assez grosse transformation puisqu'il avait préparé la transition poste 3 à poste 4. On avait voulu rajouter du muscle, comme tu le dis, de la masse sur ce corps. On sait qu'en NBA, les prises de masse sont souvent douteuses, très rapides et que ça fragilise pas mal de joueurs. D'ailleurs, chez nous, c'est à chaque fois le cas. Entre l'année 1 et l'année 2, on fait gagner du muscle aux mecs. À chaque fois, ils se font péter. On pense à Laurie, on pense à Wendell. Il faudra peut-être reprendre remettre en question les techniques de musculation de ces jeunes qui sont qui ont 19 ans uniquement quoi. Donc faut arrêter de les flinguer. Il y a un mec lui par contre qui joue avec blessure, un mec beaucoup plus majeur, c'est notre franchise player quand même, c'est Zach Lavine. Zach Lavine qui s'est pété le pouce de la main gauche, donc la main faible pour lui, vu qu'il est droitier. Euh, et donc ça c'est une blessure avec laquelle il continue de jouer et malheureusement je trouve qu'on le ressent notamment dans son tir. On se disait peut-être ce serait pas très gênant parce que c'est pas la main de tir, mais quand même il y a un vrai impact sur le jeu de Zach Lavine. Oui, tu sens qu'il est gêné, et puis tu le vois des fois grimacer un petit peu, mais lui il dit que c'est pas tellement sur le shoot, mais plus quand il dribble, en fait, et que, tu vois, si quelqu'un vient
faire le pressing sur lui et qui veut dribbler main gauche, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, c'est et ça s'est vu sur le match d'hier contre Philadelphie où il a forcé beaucoup de choses. Euh, ouais, tu sens qu'il y a une gêne, mais après voilà, c'est quelque chose que tu peux difficilement reposer si tu veux vraiment enchaîner les matchs. Donc et sachant que là, donc on a 2 jours maintenant sans jouer. Mais là, ça va plus être le cas avant le 9-10 décembre. Donc, il a pratiquement un mois là où il y aura forcément au moins un match tous les 2 jours, quoi. Donc, pour reposer ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il va devoir faire avec, il va devoir serrer les dents et voilà. Enfin, faudra juste, nous, ben, croiser les doigts pour que ça s'aggrave pas plus, quoi. Parce que si ça s'aggrave plus, ça peut aller jusqu'à opération et là, c'est absence de 4 5 6 mois aussi, hein. Alors c'est vrai que c'est ce que je regardais, donc il disait qu'effectivement que tu pouvais pas faire grand-chose. Fallait attendre dans le meilleur des cas ça mettait quelques semaines, mois à se Tu peux que remettre un y peu en glacer place. après les matchs, Euh, avant les matchs, après les entraînements, etc. Mais sinon, c'est que du repos et puis, ouais, espérer. Mais bon, quand t'enchaînes les matchs tous les 2 jours, c'est compliqué. mais qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, du coup lui il dit que c'est plus dans son drive. Ça encore je le ressens pas trop. Alors effectivement il y a des petites erreurs, il y a des choses voilà, mais je regardais là au niveau des stats pour le tir, depuis qu'il s'est fait sa blessure, il est à moins de 25% à 3 points. Euh, donc au niveau du volume, j'avais l'impression qu'il y avait moins de tirs pris en fait, non c'est à peu près la même chose globalement, mais il met juste plus dedans quoi. Et pour l'instant les défenses elles se sont pas encore trop adaptées à ça, ils savent que c'est une menace, mais il y a un moment donné où peut-être ça va se resserrer. Et d'ailleurs, en fin de match hier, il lui laisse un peu plus de marge pour le tir. Il lui coupe vraiment les lignes de pénétration et c'est ça qui lui fait mal. Donc moi, je suis pas expert sur ces blessures-là. J'ai posé un petit peu à gauche à droite des questions. On me dit que ça ne devrait pas trop gêner pour prendre du tir. Lui, il dit que non, mais j'ai quand même ce sentiment que Zach Lavine là, il est un peu limité sur son shoot. Et Billy Donovan aussi, il disait que même lui, il était un petit peu inquiet par rapport à ce qu'il voyait et que ouais, faudra juste espérer que ça s'aggrave pas, quoi. Après, continuer à jouer avec, euh, et puis, oui, hein, espérer que ça se soigne entre guillemets tout seul et que ça finisse par partir, c'est possible aussi, hein. Donc si ça se trouve d'ici fin novembre, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais enfin c'est toujours pareil, ça peut aller très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment une question de gérer les efforts que tu fais avec cette main-là et pas trop forcer dessus, quoi. Donc mais encore une fois, en jouant tous les 2 jours, c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est le rythme de la NBA. Nous, on a l'habitude de voir des mecs jouer avec des blessures au niveau des pouces. On se rappelle de Taj Gibson sur un rôle différent, bien évidemment, hein, mais qui avait fait des saisons entières avec des doigts Liu fracturés Deng à gauche aussi et à avait fait droite. Donc ça. voilà, c'est quelque chose qui se fait Il quand avait même. refusé de se faire opérer pour pas louper les Jeux Ouais, Olympiques. Il avait joué, ouais, il avait un souci au poignet pendant 6 mois. Je crois qu'il s'était fait ça en janvier. Il voulait pas se faire opérer pour pas louper les JO de Londres. Et ouais, il avait fait toute la saison comme ça, quoi. c'est ça, c'est quand même un peu une habitude en NBA. Puis souvent, quand les saisons elles se terminent, t'apprends que tous les mecs, en fait, ils ont tous Oui, forcément voilà, une ils ont tous quelque blessure chose à un endroit, un que ce peu soit une sérieuse. cuisse, un genou, une cheville, une épaule. Il y a toujours quelque chose, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est une ligue assez physique. Passons maintenant sur quelque chose de bien plus positif, parce que là on est quand même sur des bilans un peu... bon, lui il est blessé, lui il a mal, etc. N'empêche que les Bulls, ils ont 6 victoires, 2 défaites. Ils sont deuxième de leur conférence, à égalité avec plusieurs autres équipes. Hier encore on était premier, donc c'est qu'il y a plein de choses positives. Parlons du jeu. On va commencer peut-être par le point qui a le plus surpris les observateurs extérieurs, là où on attendait pas très la défense, les Bulls aujourd'hui, c'est une très bonne défense NBA. Et pourquoi ça? Bah oui, il y a bien qu'en étant observateur extérieur et donc en ne suivant pas totalement ce qui se passe que qu'on peut dire que qu'on allait être dégueulasse défensivement. Parce que bah déjà dans les faits simples, purs et durs, tu passes de Satoransky
Alonso Ball, tu vois, je vais pas faire toute la liste comme ça, mais enfin, tu remplaces un joueur médiocre en défense par un joueur très bon en défense. Donc tout de suite, bah voilà, ça relève le niveau. Et puis collectivement, voilà, c'est ce qu'on attendait nous observateurs intérieurs du coup, puisque voilà, comme on l'a dit déjà dans le dernier podcast, on était 12e au defensive rating l'an dernier avec un effectif qui avait beaucoup de carences défensives. Euh, et là, on a mis des meilleurs joueurs à la place, donc ça pouvait forcément qu'aller mieux. Mais déjà, on a réglé un problème très important, c'est que l'an dernier, on se faisait énormément massacrer par les joueurs qui partaient en drive au cercle. Parce que nos arrières étaient incapables de les arrêter. Satoransky, Kobe White, Zach LaVine, blablabla. Là, t'as du Caruso, t'as du Lonzo Ball, t'as du Ayo Dosunmu, qui entre parenthèses est merveilleux et surprenant, mais avec un trio derrière comme ça qui gêne toutes les pénétrations adverses, qui coupe les lignes de passe, qui est capable voilà d'anticiper, de gêner, de dévier, bah tout de suite il y a beaucoup moins de pénétration adverse et donc ça rend le travail plus facile pour les intérieurs en deuxième rideau. Rien que ça déjà c'est une base. Ah bah c'est clair que quand t'es pas à 2 contre 1 sur pick and roll, c'est quand même, ça te change quand même la vie. L'an dernier on se rappelle que chaque fois qu'il y avait pick and roll, il y avait deux attaquants contre un défenseur. On avait les gens disaient ouais Wendell Carter Jr., Vucevic ils sont nuls en défense. Bah ouais mon gars, mais quand t'es un contre deux joueurs NBA, tu peux pas faire grand chose. Donc là cette année il y a du contest. Et puis en plus de ça, alors du meilleur personnel défensif, c'est sûr. Et puis l'an dernier, on le rappelle, il y avait peu d'entraînement collectif, il n'y avait pas eu de schéma de mise en jeu, il y avait eu plein de nouveaux joueurs arrivés à C'est la vrai. trade deadline, il y avait une situation sanitaire qui permettait pas de s'entraîner, donc bah ouais, forcément, quand tu as un coach défensif avec des principes qui arrive avec un été complet des joueurs qui sont là depuis le début engagés et que tu as du meilleur taf, t'as forcément un meilleur résultat. Tu le dis, on contexte mieux les lignes de drive, on oriente mieux au niveau du panier, on a des mains très actives, donc on est beaucoup sur les Ouais. deflections, on est une bonne défense sur les contres, quand même avec un Lonzo Ball qui est le meilleur contreur de l'équipe pour un arrière, c'est quand même assez surprenant pour être souligné. Et on va se battre sur des ballons. On parlait du rebond défensif qui pouvait être un problème pour les Bulls. On voit que finalement tout le monde se met dedans. Alors oui, il y a des fois où tu as des rebonds longs un peu frustrants parce que les mecs se battent pas encore. Mais par rapport à ce qu'on attendait, il y a quand même un bel effort collectif et tu vois rarement les Bulls se faire dominer sur ce Non, non, secteur-là. c'est clair. Et puis tu vois la progression par rapport à l'an dernier, encore une fois. On est dans le top 10 de la ligue aux interceptions, aux contres. On est même, oui, euh, même pas dixième, quoi. On est, je crois, attends, j'ai les stats devant. On est huitième aux interceptions, sixième aux contres. Donc ce qui est quand même pas anodin. Belle progression. Oui, oui, la défense des pick and roll. Et surtout, moi, ce que j'aime énormément sur cette défense des pick and roll et sur les écrans adverses, c'est qu'on arrête de contourner et qu'on passe devant. La plupart du temps. Caruso Ouais, fait ça on de manière traverse. exceptionnelle. Lonzo Ball fait ça de manière exceptionnelle. J'ai vu Ayo le faire plusieurs fois aussi. D'autres ont essayé de le faire, notamment DeRozan par moment. C'est pas toujours fluide ou évident à faire, mais en tout cas ils essayent la plupart du temps de passer devant les screens et ça c'est très très important. Et c'est ce qui nous a un petit peu coûté hier contre Philadelphie, c'est que ben Joel Embiid il fait des screens où il est mobile et en plus il te pousse donc du coup tu peux pas le lui t'es obligé de contourner parce que tu peux pas passer devant donc et puis les arbitres disent rien donc c'est pas pour ça qu'on a perdu contre Philadelphie hein. Je vais commencez pas à venir me dire ouais c'est pas la faute c'est la faute des arbitres non non c'est pas du tout ça mais hier soir ça a été on était en grande difficulté pour défendre sur ces pick and roll et sur les screens et du coup bah ça nous a mis ça a ouvert beaucoup de shoots pour Curry, pour Niang et qui ont rentré beaucoup de 3 points qui nous ont fait très très mal. Alors, justement, on peut aller là-dessus. On est quand même sur une défense avec une belle rotation. Une défense qui, d'abord, va protéger sa raquette, quand même. Voilà, on conteste bien plus à l'intérieur et on va autoriser peut-être plus de tirs extérieurs sur les rotations. Il y a une aide à l'opposé, etc. Pour l'instant, il y a encore un défaut à mes yeux, c'est la défense loin du ballon sur les écrans loin du ballon. Euh, pour le moment, on n'est pas dans du switch all, donc on essaie de lutter à travers les écrans, mais hier on se fait tout le temps punir
par Sescuri justement qui est défendu par Zach LaVine qui fait pas d'effort, hein, faut dire ce qui est, avec beaucoup de retard. Donc là-dessus on va attendre un peu d'amélioration. Pour venir sur le banc, c'est souvent le banc qui met cet impact défensif. Ouais, Alors on parlera des mecs, mec par mec plus tard au niveau du banc, mais très souvent les Bulls ils ont un déficit au début de match. On commence souvent les matchs avec du retard et le banc rentre, le banc met de l'intensité. On pense au Caruso, on pense au Ayo de Sunmu, on pense au Tony Bradley dont toi tu attendais pas mal et qui effectivement ouais. répond bien présent, Derrick Jones Jr. etc. Et on vient mettre de l'impact, on vient un peu se reprendre en main et là on fait des momentum par des stops défensifs. Chicago c'est une équipe qui gagne par des stops défensifs à Ah chaque oui, fois. oui, bah clairement, parce qu'en plus, c'est ce qui génère la grande majorité de notre attaque, parce qu'on n'est jamais meilleur qu'en transition, surtout avec Lonzo Ball sur le parquet. Donc oui, c'est clair que nous c'est tout commence par la défense. Et oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que nos débuts de match sont souvent très moyens pour pas dire autre chose. Et du coup, c'est une fois que les remplaçants rentrent que l'intensité augmente et que on commence vraiment à revenir à faire des runs, etc. Les rotations deviennent de plus en plus claires. Euh, Caruso et Ayo Dosunmu, plus Derrick Jones Jr. sont les premiers à rentrer en jeu. Tony Bradley, en général, finit le premier quart-temps. Alize Johnson, malheureusement, il a un petit peu disparu de la rotation. Même chose pour Troy Brown, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que vu ce que sont en train de montrer les autres, avec l'impact qu'ont eu Derrick Jones Jr. et Bradley depuis qu'ils jouent, c'est dommage qu'il ait fallu attendre la blessure de Patrick Williams pour qu'ils jouent, mais depuis qu'ils jouent, ils font de très très belles choses. Donc du coup, les rotations se font avec eux désormais et bah tu vois tout de suite tu vois tout de suite un impact quoi. Donc forcément, il n'y a pas de raison d'en changer plus que ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, on va pouvoir faire un lien entre les rotations et l'attaque, parce qu'on a plusieurs systèmes offensifs à Chicago. Pour l'instant, on a vu qu'il y a un jeu avec tous les titulaires où on essaie quand même d'avoir un peu de mouvement de balle, d'avoir première action offensive, c'est toujours systématiquement dans le match un pick and roll pour Vucevic où on le fait pop à 45 degrés pour lui permettre de se lancer dans son match parce qu'on sait que voilà il est en On a galère, hein, besoin de le mettre en offensivement, on va confiance, ouais, revenir c'est clair. dessus et qu'on essaie de lui lancer dans le match. On a du mouvement un peu loin du ballon, on a quelques cuts même s'il n'a pas suffisamment à mon goût par rapport à l'an dernier. Et ensuite, quand on a les premières rotations, souvent c'est Demar DeRozan qui reste sur le terrain avec 4 remplaçants et là on a beaucoup d'ISO. On a beaucoup pick and roll, ISO, poste bas, ISO, ISO, ISO. Donc voilà, on n'a pas encore un jeu offensif collectif hyper bien léché, surtout dans les mouvements loin du ballon. Par contre, on a un jeu qui va chercher beaucoup plus de fautes. C'est ce qu'on attendait l'an dernier, on disait qu'on était sur une équipe qui vivait et mourait par l'adresse extérieure, là c'est plus le cas. On est une équipe qui va chercher beaucoup plus de lancers francs, qui va chercher beaucoup plus de drive, qui va beaucoup plus mettre de pression. Et d'ailleurs en fin de match, dans les quatrièmes cartons, c'est pour ça qu'on est très très bon. On sait que lorsqu'on arrive sur les quatrièmes cartons, les playbooks ils changent. On est sur un jeu de beaucoup plus de 1 contre 1 et maintenant on a une équipe taillée pour ça grâce justement à Demar DeRozan et Zach LaVine qui peuvent briller l'un après l'autre. Bah, simple, hein, tu parles des lancers francs. La saison dernière, on était bon dernier de la ligue en termes du nombre de lancers qu'on prenait et qu'on rentrait. On était dernier dans les deux catégories. Et cette année, bah, c'est juste beaucoup mieux quand on est quatrième en nombre de lancers francs réussis et on est 12e en nombre de lancers francs tentés par match. Donc il y a clairement une amélioration. On est même meilleure adresse de la ligue au lancer franc avec 87%, ce qui est très très bien. Et tu sens tout de suite l'impact de Demar DeRozan là-dedans. Et mais bon, enfin quand tu vois les derniers matchs de DeRozan, c'est clair que son impact il est juste extraordinaire. Euh, voilà, c'est beaucoup d'isolation pour lui. Mais voilà, c'est comme ça que lui procède et qu'on doit le, l'utiliser parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'il est efficace. C'est comme Lonzo Ball, tu le laisses gérer les transitions c'est parce que c'est là qu'il est le meilleur. Et voilà, encore une fois, tu t'adaptes à ton personnel et tu le laisses faire ce pour quoi il est bon. Et jusqu'ici, ben, DeRozan, Lonzo ont été excellents en jouant sur leur qualité. C'est clair que DeRozan, là on peut prendre ses 3 dernières sorties, hein. Il fait 37 points hier, il fait Oh, 37 points contre les oh là là. Celtics, il fait 32 points contre le Jazz. Bon bah voilà, on est sur des stats
plus que MVP actuellement, oui, on lui laisse de la place quand... S'il avait rentré son buzzer beater contre les Knicks, il était joueur de la semaine. Ouais, je pense. Bah oui. Parce qu'on aurait été invaincu et là, tu rentres un buzzer et tout. Ah oui. Là, ouais, ça aurait été franchement propre. Ouais, non, c'est clair. Bah, c'est clair. D'ailleurs, on sait que ça reste l'équipe de Zach LaVine parce que voilà, tout le monde le dit, il est là depuis plus longtemps, c'est lui le leader, etc. Mais en ce moment, le mec qui prend chaud, c'est DeMar DeRozan et Zach n'a aucun problème là-dessus. On lui laisse, comme je disais, beaucoup de temps avec les remplaçants pour faire son show. C'est vraiment un mec qui a le ballon et les autres ils sont là pour défendre et mettre des tirs ouverts quand il y en a ou attaquer en transition. Mais il peut aussi laisser le jeu venir à d'autres. On avait dit de toute façon l'an dernier qu'on avait trois défauts majeurs à régler, hein. Numéro un, la défense sur les extérieurs, on en a parlé juste avant. Numéro 2, les lancers francs, parce qu'on était une équipe d'adresse, on vient d'en parler là maintenant. Numéro 3, la gestion du jeu, les pertes de ballon. Et là, on va aller dessus. On est une équipe qui perd beaucoup moins de ballons par rapport à avant. Merci à Lonzo Ball qui est là pour organiser le jeu, qui est là pour un peu calmer ce qui se passe. C'est celui qui s'occupe de la remontée de balle. C'est lui qui va ensuite donner le ballon au mec qui est chaud actuellement. Et puis dans ce même système-là, on a Caruso qui est vraiment patient et qui permet aussi de calmer le tempo et qui fait rarement des mauvais choix. Ah, mais c'est ça, on perd beaucoup moins de ballons. En effet, on est désormais sixième de la ligue en termes de balles perdues, donc c'est clairement une grosse progression. On en perd 13 par match, on en perdait plus de 15 l'an dernier, donc même si dans les chiffres l'écart semble pas énorme en termes de classement et surtout de pace, c'est quand même significatif. Et clairement, l'impact de Lonzo Ball et de Caruso à la main à ce niveau-là est évident. Après, ce que tu disais sur DeRozan qui prend le scoring à son compte en fin de match plutôt que Zach LaVine, je pense que ça vient aussi un petit peu du fait que Zach LaVine, on l'a dit, est blessé au pouce et que du coup peut-être qu'il faut forcer un peu moins sur les fins. Mais de toute façon, quand tu vois ce que fait DeRozan dans les fins de match, c'est ce qu'on réclamait l'an dernier, aller provoquer des lancers francs, tu vois, pas juste prendre des shoots à 3 points un petit peu dans tous les sens comme Zach LaVine peut le faire, même s'il le fait très bien, c'est pas la question. Mais voilà, ça permet de varier les options tout simplement. Et DeRozan, hop, tu le mets en post-up, il va poster son gars, il va provoquer des lancers, il va mettre des shoots en mid-range. Donc voilà, il a fait ça toute sa carrière. Donc euh, il le fait en plus, voilà, tout en maîtrise, tout en finesse. Et franchement, c'est super agréable à regarder. Ouais, on est un peu revenu dans les années 90 avec une grosse Ah, mais défense, du tir à DeRozan, c'est un joueur mi-distance. rétro. C'était assez fort. DeRozan, c'est un joueur rétro, clairement. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est un joueur des années 90, DeRozan. C'est clair, c'est clair. Et ce qui est assez cool, c'est que il y a en ce moment, on parle beaucoup justement de la réforme de l'arbitrage, avec beaucoup moins de lancers francs pour James Harden, pour Trae Young, pour Luka Doncic, etc. On a bougé les règles. Il y a des Oui, et ça, mecs c'est que très ça bien vienne. d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour regarder d'autres matchs que les Bulls, donc pour avoir regardé un peu toutes les équipes là, parce que je suis en vacances et que j'ai trop de temps à perdre. Ouais, tu gagnes forcément de la fluidité, tu gagnes en basket tout court, t'as l'impression d'avoir un jeu plus proche de la réalité, plus de la commedia dell'arte. DeRozan, lui, il en pâtit peu, puisqu'en fait, les fautes qu'il va chercher, enfin, il va pas les chercher en fait justement, c'est des fautes qu'il a par le contact, un peu comme Jimmy Butler actuellement à Miami, et lui, ça l'impacte pas, ce changement de règle-là. C'est un peu le même style de joueur, de toute façon, hein. DeRozan, Jimmy, c'est pas des types qui vont prendre qu'un shoot à 3 points par match, mais par contre, ils vont jouer physique, ils vont aller à l'intérieur, ils vont t'éclater, ils vont provoquer des lancers. Ouais, il n'y a pas de grande différence à ce niveau-là dans leur jeu. Donc, ouais, non, je suis pas surpris. Je suis franchement pas surpris par le fait qu'il y ait moins de lancers francs dans la ligue, mais que DeRozan, il en prenne toujours autant, par contre. Zach LaVine en prend plus, par contre, et il obtient beaucoup plus de calls que l'an Ah, j'allais dernier. venir. Ah ouais, mais ça, Ouais, alors, c'était notre fil rouge de l'an dernier. Ça va provoquer des lancers, Zach, mais il avait jamais de call des arbitres, mais cette fois-ci, il commence à en avoir quand même. il commence à avoir de la réputation. Quand t'as un mec comme DeRozan dans ton équipe qui a un peu de fame sur les lancers francs, bah, t'en bénéficies aussi. T'es une équipe qui commence à gagner des matchs, donc comme il y a la culture de la gagne, bah, les arbitres te donnent aussi des lancers Ouais, ça francs. s'est moins vu Donc sur ce voilà, match on à sait que Philadelphie hier, mais sur l'ensemble de malheureusement, ce début de saison, oui, quand même, oui, c'est clair. ouais, il est, je sais pas à combien de moyenne, mais je suis pas surpris s'il tourne autour des 7-8 lancers francs. Faudrait vérifier la stat là comme Zach ça, sur le mais, début de saison? mais je sais qu'il en avait. 6. Ouais, je crois qu'il.
10 6, par six match? point un par match. Ah, 6 par match, ouais, voilà, tu vois, j'étais à peu près là-dessus, six Mais sept il tourne donc à voilà, 94%. c'est ce qu'on attendait pour lui. Ouais, là-dessus, y a pas de problème au niveau du Mais tir, là, le pouce gauche, les ça deux gêne ils pas sont du tout. énormes au lancer franc. Zach LaVine, depuis le début de saison, il a 46 sur 49 au lancer franc. Et DeMar DeRozan, il est à 51 sur 58. C'est monstrueux. Ouais, il en a raté, je crois, genre un hier, mais ouais, ouais, comme tu disais, plus de 80%, il y a que deux équipes actuellement NBA Ouais, qui le font, et c'est des stats ouais, ouais, all-time, hein. Sur les 8 premiers matchs, je crois il y a moins d'une dizaine d'équipes qui ont réussi à faire des saisons à plus de c'est 80% ça. dans ces francs sur un volume aussi important. Donc voilà, ça classe les messieurs. Euh, je te propose, vu qu'on a fait un petit peu la tour attaque, un peu tour défense, qu'on parle plutôt maintenant des profils un peu joueur par joueur sur ce qu'on n'a pas pu trop Euh, dire. Est-ce que on va commencer par les si je titulaires? peux rajouter un truc sur Est-ce que l'attaque, c'est vrai que bien sûr, bien sûr, en début de saison, là, enfin au Media Day, la pré-saison, etc., Billy Donovan disait qu'il voulait qu'on joue plus vite. C'est pas encore ce qu'on voit. Et justement du fait bah, de Rosanne, par exemple, qui prend le temps d'aller se mettre dans ses spots favoris, d'aller provoquer des lancers, de hacher un peu le jeu. Donc au niveau du pace, on n'est pas foufou, on n'est pas toute berzingue, et pourtant c'est là, c'est en transition qu'on marque la plupart de nos paniers quand on arrive à se procurer des transitions. Mais je pense que ça va venir. C'est encore, tu vois, en quête d'automatisme, de repères entre tout le monde. Quand Vucevic aura réglé la mire, je pense que ce sera déjà plus visible. Mais c'est vrai qu'on n'est pas une équipe avec un pace monstrueux sur le début de saison, alors que c'est un petit peu ce qu'on espérait quand même. Enfin, c'est ce que Donovan voulait mettre en place et c'est ce qui prend du temps à mettre en place avec comme on disait, les repères et les automatismes avec tous les joueurs. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas encore ça. ouais, on voit que ça se freine un petit peu. Il y a une hésitation. On voit souvent Lonzo qui a la balle, ça la file à Zach LaVine, et là où l'an dernier Zach des fois il attaquait vraiment le cercle à 100 à l'heure, là voilà, on pose un peu plus, on refile à Lonzo ou à Vucevic et on repart là-dessus. Donc ouais, t'as raison, une attaque un peu lente. Je te propose, on va sur Vucevic, Ouais, on va faire un peu parce que c'est début de saison compliqué pour Vucevic. Euh, Il y a un manque d'adresse. Il y a un manque d'adresse évident, que ce soit à l'intérieur, partout. à l'extérieur. Il y a un manque d'implication offensive aussi. On va pas forcément le chercher. Il y a très peu de tirs tentés. Hier, il y a que 7 tirs tentés par exemple. Toi, comment tu l'expliques et comment tu projettes pour la suite pour Alors, Vucevic? comment je me l'explique? Est-ce que le est-ce que le fait d'avoir changé les ballons, du coup, ça a une influence? Parce que ça peut le faire sur certains joueurs. Je sais pas si c'est le cas pour Vucevic, mais il y a plusieurs joueurs qui ont commencé un peu à droite à gauche à dire bon, euh, on est passé de Spalding euh, ah À merde, Wilson? à Wilson, voilà. Ça peut avoir une influence. Bon, certains joueurs peut-être s'en servent comme excuse, va savoir. Euh, pour Vucevic, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shoots euh, très courts. Je sais plus quel match. Je crois que c'est les Knicks où Ah, c'est Gamel hein, où contre les on Knicks, essaie hein. de l'impliquer énormément en début de match et tout ce qu'il fait, c'est fini toujours trop court, de près comme de loin. Non, c'est Utah où il loupe tout, mais il rentre deux shoots décisifs en fin de match dans la dernière minute, donc il arrive quand même à être clutch sur ce moment-là. Mais c'est vrai que il devrait être plus recherché, notamment en début de match. Ça a été le cas sur ce match-là, ça a été moins le cas sur d'autres matchs. Mais c'est vrai que Vucevic, en termes d'apport offensif personnel, il a vraiment du mal parce que il est capable de faire de très bonnes passes. Il a fait de très très bonnes passes. Mais après, en termes de son scoring, lui, ouais, c'est compliqué. Il a plus de difficultés à mettre ses paniers en post-up, moins d'adresse à 3 points. Il a 28% à 3 points, ce qui est très très bas pour lui, alors que c'est d'habitude un très bon shooter. Donc, est-ce que c'est le ballon? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est juste une méforme passagère et faut pas trop s'en inquiéter et ça va revenir? Euh, Moi perso, je pense que ouais, c'est plus ça que vraiment que enfin, je sais pas.
j'ai du mal à vraiment m'inquiéter plus que ça et de me dire que ça va être comme ça toute la saison. Il y a forcément un moment où ça va step up et ça va revenir. Bah, lui, de toute façon, il le dit, hein, il dit c'est une méforme passagère et ça va aller, je vais rentrer mes tirs. Il dit ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, je vais régler la mire. Parce que la plupart sont Euh, ouverts en plus, ils loupent des tirs qui sont ouverts. C'est pas comme ouais, si c'était ultra il met des belles contesté et que gamelles, hein. c'était des tirs difficiles. C'est des tirs qu'il a rentrés toute sa carrière. Donc, du coup, est-ce que c'est le ballon? Je sais pas, mais enfin, voilà, Non, ça va rentrer, quoi. moi, je posais la question pour savoir est-ce que le ballon ça pouvait avoir un impact. La plupart des gens me répondaient que non. J'écoutais un peu d'autres spécialistes, des anciens joueurs professionnels de différents niveaux qui disaient que sur certains ballons, oui, peut-être sur les Molten par exemple, etc., ça pouvait, mais que normalement, Wilson, Spalding, c'est des marques référencées, que t'as pas de vrais écarts sur les ballons. Ouais, Euh, Après, en termes de ce qu'on va, enfin, de ce qu'on lui donne, c'est vrai que toujours, hein, comme je disais, les premiers ballons sont pour Vucevic. Et quand tu regardes les clés des matchs présentés par Stacey King et Adam Amin, à chaque fois Stacey King il dit donnez des ballons à Vooch en début. Faut que si Vooch il a de la balle au début, alors ça se passera bien pour lui après. Et très souvent, on voit que s'il met son premier ou son deuxième petit tir là ou son petit move près du panier, il va avoir une bonne soirée et s'il les rate au départ, alors il va être plutôt dans le dur tout le long. Par rapport à l'an dernier, je trouve qu'on va moins souvent le chercher sur des situations où on était un peu poste bas, poste haut, dos au cercle et ça coupait derrière où il pouvait distribuer, c'est vrai. feinter, tirer et ça lui donnait plus de versatilité, ce qu'on faisait avec vous, ce qu'on faisait avec Tadeusz Young. Voilà, créer un peu d'alternance des menaces pour ensuite lui créer des espaces. Est-ce que c'est peut-être quelque chose à faire aussi, tourner un peu plus en end-off autour de Nikola Vucevic et pas juste l'utiliser comme un point de fixation derrière la ligne à 3 points qui fait des passes, qui pose des écrans et qui roule. Voilà, peut-être lui donner un peu de jeu, un peu plus d'options de fluidité. De toute façon, ça va se mettre en place. Je pense que les mecs ils vont discuter, qu'on est sur une volonté collective de faire briller tout le monde. Donc j'ai pas d'inquiétude, mais c'est vrai qu'il va falloir trouver des marques pour Vucevic. Bah, c'est vrai que c'est ce qu'on disait en termes d'automatisme, de réglage pour tout le monde. Mais c'est vrai que Vucevic, je pense que juste le fait d'avoir la balle en main un peu plus régulièrement, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de cuts pour servir des types qui vont au cercle. Par contre, il a fait de très belles passes à l'opposé quand même. On l'a vu faire de bonnes choses à ce niveau-là. Et il est capable de jouer des pick and roll, des pick and pop où il reste derrière la ligne à 3 points et rentrer son shoot. Il y a beaucoup de manières d'utiliser Vucevic. C'est quand même un joueur versatile qui peut scorer d'un peu partout, qui est un très bon passeur. Donc oui, je pense qu'il faut l'impliquer un peu plus parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Euh, Après, voilà, l'adresse, ça va, ça vient, mais je le trouve, euh, je, je sais pas, je le trouve un petit peu, comment dire, sur ce début de saison un peu frustré par moment. Et tu sens Hmm. que, ouais, Oui, s'il souvent. met pas son premier ou son deuxième tir, comme tu dis, tout de suite, il va se frustrer, il va se braquer un peu. Dès le premier match de la saison, il prend une technique dans le premier quart-temps à Détroit. Hier, tu sens que, ouais, il est pas dedans aussi. Et, enfin, je sais pas, ça se voit un peu sur son visage ou quoi, sur ses expressions. Ou, tu sens qu'il Et s'énerve sur un son peu jeu vite, qu'il derrière. se frustre un peu vite. Et derrière, ouais, il a du mal à se remettre dedans, quoi. Je pense que c'est vrai, Et quand, mentalement, il sort vite du match si ça va pas dans son sens, quoi. c'est ça. Mentalement, il sort vite de son match et du coup, derrière, en attaque, du coup, il est pas très efficace et défensivement aussi, on le ressent. Quand Vucevic, il est pas bon en attaque et qu'il se frustre, après, il fait des erreurs voilà, sur des couvertures, il se prend des alley dans le dos, etc. Et tu le sens que voilà, il est en dehors et c'est le moment où tu te dis, allez, vas-y, fais-moi rentrer Tony Bradley ou Lizzie Johnson, respire, prends du recul et reviens dedans, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est il y a, psychologiquement, je sais pas s'il y a un truc extérieur qui le gonfle ou si c'est vraiment sur le match et après il a du mal à se remettre dedans. Mais c'est vrai que c'est, il y a des joueurs comme ça qui passent à autre chose direct. Dès le play suivant, ils sont repartis. Genre DeRozan, il est capable de faire ça. Mais c'est vrai que Vucevic, t'as l'impression il a un peu Ouais, plus de mal avec ça. c'est ça. C'est ça, donc bon voilà, il va y avoir peut-être des discussions en interne là-dessus. Là, on a 3 jours sans match, justement, enfin deux Deux jours jours, ouais. vraiment sans match, voir,
ouais, de la vidéo, comment est-ce qu'on peut peut-être avoir un entraînement collectif, vu qu'on va revenir à Chicago, et comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un petit truc en place pour que Vooch soit un peu plus Ce qui est utilisé sûr, c'est qu'on a besoin de lui, parce qu'il en est la point de troisième précision. option offensive et on a besoin qu'il carbure, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, qu'il soit une menace suffisamment respectée pour, Ouais. bah voilà, pour avoir un peu d'alternance. Et comme on le dit, s'il y a du cut, etc., c'est bien aussi pour le jeu collectif qui est pour l'instant un peu stagnant. Donc voilà, faut essayer de redynamiter l'attaque. Et je pense que voilà, ça va être un point important sur les prochains jours. Prochain titulaire pour lequel on peut s'attarder, titulaire par la force des choses à cause de la blessure de Patrick Williams, c'est Javonte Green qui fait un excellent début de saison, un peu plus dans le dur là sur les quelques derniers matchs, mais toujours une intensité incroyable. Il est beaucoup plus petit que ses adversaires, mais il est toujours présent. Stacey King il dit il y a 5 Javonte Green sur le terrain, c'est vrai que ce joueur est un sacré coffre, quoi. Il nous régale. Ah bah c'est une boule d'énergie, hein. Dès qu'il est là, tout de suite tu vois on l'a vu dès la pré-saison, quand il a claqué des dunks de barbare contre Cleveland, et il a enchaîné tout de suite, hein, en saison régulière contre Détroit, contre les Pelicans, il a claqué des dunks mais en montant à une hauteur absolument hallucinante. Euh, et là c'est quel match? C'est à Boston où il claque un dunk dans le premier carton, il se cogne la tête derrière la planche. Faut quand même le faire déjà. Euh, mais voilà, au-delà de ça, de cette détente et de ce jump phénoménal, euh, il est absolument partout en même temps. Il a les mains actives, il a une envergure. Et voilà, on en revient toujours à ce qu'on disait. Karnišovas et Donovan veulent des joueurs avec une grosse envergure. Bah voilà, Javonte Green, il se pose là avec ses bras interminables alors qu'il fait 1,93 m, mais qui joue poste 4, quoi. C'est quand même c'est quand même assez fou. Mais voilà, il fait partie de ces joueurs capables de masquer ce manque de taille par une énergie de tous les moments. Alize Johnson est un peu dans ce même délire. Daniel Tice aussi l'an dernier était capable de ça. Au départ, au départ, tu les vois jouer et après tu vas regarder leur taille sur les sites et tu te dis non, il fait pas cette taille-là. J'étais sûr il faisait 7-8 cm de plus. Mais non, grâce à leur activité, leur long bras et leur placement, ils sont capables de compenser ça et Javonte Green fait vraiment un super taf à ce niveau-là, quoi. Anticipation, placement, intelligence de jeu pour lire ce qui va se passer, anticiper, couper la passe et partir claquer un dunk de fou furieux. Ça, c'est du Javonte Green dans le texte. C'est ça, il se pose là, ouais, donc toujours dans la lecture collective, etc. Pour les qualités athlétiques, lui, son pseudo Twitter, c'est Extreme Bond Suite, Oui, tu oui, vois. c'est Donc ça. voilà, tout est là, quoi. Javonte Green qui a fait un très gros match, oui, contre Boston, son ancien club. Donc belle Et en plus, surprise. il peut Donc rentrer un lui, petit il est 3 points dans le en, corner de temps en temps, ce qui est pas dégueulasse, donc c'est apprécié. ouais, il en a mis quelques-uns. On prend de toute façon, on prend tout. Pour certains fans un peu aigris, c'est le meilleur numéro 24 qu'on ait eu depuis une dizaine d'années. Ouais, Euh, c'est vrai. Mais voilà, lui, il est en dernière année de contrat, mais en tout cas, il Non, fait non, 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 du non, non, bon non, non, gros non, 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 travail. non. Non, on Javonte l'a Green, encore ça, je dis des on l'a bêtises. signé pour 2 ans cet été. Ah bon, bah très bien alors. Meilleur rapport qualité-prix Bah possible. totalement, oui, je crois que c'est un Mes contrat excuses. minimum, mais pour 2 ans, hein, donc il est encore là longtemps. Bon bah parfait. Parfait. Bon bah tant mieux alors. Tant mieux, on va pouvoir s'éclater avec Javon Teglin en transition pendant encore un petit peu de temps. Sur quel titulaire tu veux aller maintenant? Ouais, ils font tous plaisir, hein, donc on- n'importe lequel qu'on va évoquer, il va nous régaler. Parlons de Lonzo, tiens, allez, parlons de Lonzo Ball. Alors vas-y, Lonzo Ball, donc Lonzo Ball qui a très rapidement pris ses marques. Lonzo Ball du coup qui est notre meneur gestionnaire qui fait un travail défensif d'abord assez incroyable, meilleur contrôleur de l'équipe, comme je le disais alors que c'est un arrière, toujours bien placé, il va gérer le ballon, il perd pas de ballon, alors hier il fait pas forcément un grand match en général et une grande fin de match avec quelques erreurs qu'on n'a pas pris l'habitude de voir, mais c'est quand même un upgrade évident par rapport aux années précédentes. Ah ouais, je pense que là, les Pelicans, quand même, tu te dis, on leur a envoyé Satoransky et Temple pour Lonzo, c'est quand même... Ah ouais, non, là, tu vois, On leur a forcé la main, c'est pas quand on parlait de possible. masterclass, au moment de parler de ce trade-là, au moment où il a été fait, je pense qu'on n'exagérait pas vraiment, hein. Parce que là, c'est quand même
comme tu dis, l'upgrade au poste de meneur avec Lonzo, non mais c'est extraordinaire. Deuxième match, il claque un triple-double. Euh, il est capable de sanctionner à 3 points. Alors c'est vrai qu'offensivement, j'ai quand même un petit peu, comment dire, c'est pas des critiques ou quoi, Il va c'est pas pas au fou, cercle. mais voilà, c'est en gros, je vais shooter à 3 points, mais par contre, je vais pas faire grand chose d'autre, quoi, en termes de variation offensive. euh, ouais, il y a très peu de moments où, à part en transition, si c'est pas lui qui fait la passe, tu vois, il y a eu je crois que c'est hier où il claque un dunk en transition, je crois que c'est Caruso qui lui envoie la balle, mais à part ça, c'est vrai que en termes de scoring personnel, c'est beaucoup plus de 3 points qu'autre chose. Bon après, il a une bonne adresse à 3 points, donc il n'y a pas de raison de pas en profiter. Il est à 44% sur ce début de saison à 3 points, donc pourquoi pas, hein, vas-y, hein, envoie mon petit, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas varier un peu plus et essayer d'aller au cercle, même si c'est pas sa qualité première. Maintenant, pour tout ce qui est pour tout le reste, c'est quand même extrêmement fluide, extrêmement solide. Il y a très peu de déchets. Euh, des super passes en alley-oop, on l'a vu. Ce système qu'on voit pratiquement à chaque match où il remonte la balle et pratiquement du moment où il dépasse la ligne médiane, t'as Lavigne qui est dans le corner qui part vers le cercle, il lui envoie la balle en alley-oop à ce moment-là et je pense que on l'a vu pratiquement une ou deux fois par match ce alley-oop, donc très appréciable. Et puis bah voilà d'autres actions où il met énormément de choses en place. Et puis bah défensivement il y a quand même pas grand-chose à redire. Il est absolument partout. Euh, Tu peux le mettre en défense sur des 3 sur des 4. Le mec il a gardé Julius Randle, pas de problème. Il lui a cassé les couilles, il l'a contesté sur tous les tirs. Donc même si Randle a mis quelques paniers, ben il a dû bosser dur pour les mettre. Voilà, tu peux pas demander grand-chose de plus de la part de ton meneur de jeu, quoi. C'est quand même un vrai truc qui te change la vie de manière quand même bien positive, quoi. Bah, quand il rentre sur le terrain, tu le vois enfin, tu le vois directement des deux côtés, hein. De toute façon, le tempo change. Oui, c'est pas un finisseur au panier. Il a pas le premier pas pour ça. Il a pas le handle aussi pour pouvoir être un vrai agresseur de cercle. Des fois, tu t'es frustré parce qu'il refuse des tirs qu'il peut mettre parce qu'il préfère faire la patte. Et tu te dis, ah, prends-le. Hier soir, il y a un 3 points, il saute et du coup il fait marcher, tu te dis ah, et une fois par match t'as cette action là où il te frustre, mais bon c'est tatillon globalement, c'est quand même de très haut standing ce que fait Oui, c'est Lonzo Ball. vraiment pour juste dire, Maintenant c'est voilà, vraiment pour dire oui, mais tu vois, c'est vraiment parce que pour dire un truc négatif, mais parce que sinon on ouais serait c'est ça. tous là à genoux Moi je suis là en pour train ça, hein. d'invoquer tous les dieux parce que Lonzo il est extraordinaire. Ah, c'est clair, moi tu sais, je suis toujours là pour ça, je suis toujours là pour temporiser. Moi je te laisse être celui qui va dans les extrêmes, tu vois, et je suis toujours en mode oui, mais parce que sinon je serais pas chiant, ce serait pas drôle. Non, Mais tu vois, là, en plus, je l'ai dit en premier, je l'ai dit, j'aimerais bien le voir attaquer un peu plus le cercle, mais voilà, encore une fois, c'est parce que, voilà, si je me laisse aller dans les extrêmes, comme tu dis, mais voilà, il y a absolument rien de drôle, quoi. Ce qu'il nous montre là depuis le début de saison, c'est non, mais tellement fun, et ça nous change tellement bah voilà, il y a quand même, et c'est que du bonheur, quoi. ouais, et puis le joueur se sent bien, on voit que par rapport à la situation au niveau des Pélicans, il est pas dans le même kiff, il est toujours là à sourire sur le bord du terrain, à venir féliciter les autres, tu vois, vraiment le groupe vit bien, bon bah voilà, là le groupe vit bien, Lonzo il est là-dedans, donc c'est le général sur le Et tu le terrain, sens, hein. il nous fait vraiment bien Mais tu le kiffer. sens dans tous les matchs, les mecs sont vraiment euh, les uns derrière les autres. Quand il y en a un qui réussit un bon truc, t'as tout le banc qui se lève, qui applaudit, il se tape dans les mains et tout. C'est pas que Lonzo, c'est un peu tout le monde comme ça. Des Rosanne s'y met aussi. Je sais plus quel match, je crois que c'est Caruso qui va claquer un dunk en Caruso, contre-attaque et t'as Alice Johnson sur le banc qui fait un bond de 2 mètres, qui saute dans tous les sens. Enfin bref, tu sens vraiment que ouais, les gars sont... il y a vraiment une synergie connective qui est vraiment fun. Tu sens que les mecs prennent du plaisir les uns avec les autres. ça je suis totalement d'accord, il y a vraiment une bonne vibes et là il y a toujours des petites célébrations, les yeux de Caruso, et voilà, des mecs comme ça, tu les vois sur tous les récaps, ils se font des câlins, ils se sautent dans les bras et tout, ils célèbrent avant que le tir soit rentré ou que le dunk soit Ouais. rentré, donc ouais, ça c'est vraiment cool. Est-ce que
parce qu'on a bien parlé de Lavine et DeRozan, est-ce que tu veux qu'on revienne dessus ou on passe au banc? C'est toi qui me dis, c'est toi qui te fais kiffer. Franchement, DeRozan, on pourra en parler des heures et des heures parce que ce qu'il nous fait là depuis le début de saison, c'est extra. Après, voilà, on est déjà revenu sur pas mal de trucs le concernant. On n'a pas vraiment parlé de sa défense qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu quand même parce que on nous l'a vendu défenseur exécrable, négatif, machin, mais moi je le trouve pas si mauvais que ça en défense. C'est Ouais, il ok. est pas élite, hein, c'est toujours pareil, hein, mais je trouve qu'il a fait quelques interventions défensives de plutôt bonne qualité, donc je voulais le souligner aussi. Parce que voilà, on nous vend ce mec-là Il y a comme un des mec progrès depuis négatif, l'époque voilà, Spurs. mais voilà, il est pas si mauvais que ça en défense. Non, il y a eu des progrès depuis l'époque Spurs, sur la défense et sur le playmaking. Alors là, le playmaking, on l'a peu, avec très peu de passes décisives. En même temps, le mec il rentre tout. Donc voilà. Mais défensivement, il y a quand même des bons efforts, surtout sur l'homme. Surtout Oui, sur oui, l'homme. oui, Loin c'est du ça. ballon, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu hier, ils se sont fait punir par Steph Curry et Kormaz toute la soirée. Ça a été un enfer. Euh, Par contre, oui, défensivement, le truc qui me rendra toujours fou, je pense avec DeRozan et c'est tous les jours de cette caste-là, c'est que comme ils vont chercher des fautes quand même, ils tombent par terre et derrière il n'y a pas de repli et t'es à 4 contre 5 et tu manges quoi. Ça Alors arrive, ça, oui, c'est sûr, ça arrive. tu peux en mettre 45 par match. Moi, ça me fera toujours péter un plomb contre les Celtics. Il y a trois actions d'affilée où il est par terre et t'es à 4 contre 5 et t'es en mode, et putain, repli, repli, repli. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est être tatillon. Euh, Il y a quand même, il y a quand même des bons efforts de fait. Même Zach Lavine, sur l'homme, il y a des bons efforts de fait. Tu vois, on voit qu'il s'y est mis un peu plus. C'est plus loin du ballon que c'est compliqué. Alors voilà, il y a quelques contres de sa part, il y a quelques bonnes prises, il y a quelques bonnes interceptions. Et voilà, il y a des efforts faits sur l'homme, mais loin du ballon, c'est toujours compliqué pour Zach Lavine. Bah, c'est aussi un petit peu pour ça que qu'on a des débuts de match un petit peu compliqués aussi, parce que DeRozan et Zach LaVine, justement, loin du ballon, collectivement, défensivement, ont un peu plus de mal que les autres. Bon, Vucevic aussi en plus. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on disait depuis le début de saison, enfin, quand on faisait la preview, c'est qu'on savait que individuellement, les joueurs qu'on avait défensivement dans le 5 de départ, c'était pas forcément top top, sans être exécrable, mais enfin voilà, moyen, moyen bien. À part évidemment Lonzo Ball et Patrick Williams, mais bon, il est blessé. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça peut expliquer nos débuts de match moyens à chaque fois et aussi pourquoi ben, le banc a un tel impact cohérent parce que justement, défensivement et collectivement, ils sont capables de faire plus de différence. Ouais, ils mettent plus d'intensité en attaque, du coup, voilà, on n'est pas encore tip top, donc forcément ça peut en galère et défensivement il y a un petit problème. Après, pour la défense, je vais attendre peut-être plus que ça vienne du coach, Billy Donovan. On sait qu'en saison régulière, il n'y a pas de mystère, hein. En saison régulière, tu prépares très peu tes matchs. En fonction de l'adversaire, c'est que tu fais déjà ton système de jeu et tu l'appliques 82 fois et c'est en playoff qu'il y a plus d'ajustements. Bon bah voilà, maintenant je vais attendre que Billy Donovan il connaisse un petit peu les adversaires d'en face et que tu te retrouves avec des débuts de match où Lonzo Ball défend pas forcément le meneur de jeu, ou Zach Lavine défend pas forcément le shooting guard, que Demar DeRozan ne défende pas forcément le poste 3, mais qu'on mette dès le début des match-up intéressants. Là, on va rejouer les Sixers du coup de la nuit Samedi soir, ouais. enfin, de la nuit du samedi, ouais, de samedi à dimanche. J'espère, j'espère qu'on va pas avoir Zach Lavine sur 16 Curry et DeRozan sur Cormax parce que c'est juste pas possible et qu'on va se faire trouer quoi. Là, faudra préparer ton match et peut-être que ça pourra changer un peu des choses aussi. Si dès le début tu mets Lonzo Ball sur le meilleur attaquant adverse ou peut-être sur le plus gros point faible de Zach Lavine, ça pourra aider quoi. Genre si tu mets Zach sur Matisse Table de la nuit de samedi à dimanche, c'est ce qu'il faut faire je pense, et pas le foot sur un mec qui va lui mettre 43 décalages dans la soirée, lui mettre 8-3 points sur la tronche quoi. Ouais, c'est sûr. Bah après, faut dire aussi que les Sixers sont une sacrée belle équipe défensive. Donc même s'il leur manquait du monde, c'est quand même collectivement et défensivement, enfin leur défense collective est vraiment vraiment solide. On l'apprend pas, hein, ça fait des années que c'est comme ça chez eux et ils ont le personnel pour ça. Mais c'est clair que
Que ouais, ils sont capables de largement nous faire déjouer, et c'est ce qu'on a vu hier de toute façon. Ouais, c'est ça. Bah oui, il tire à 45% à 3 points, donc, et nous on tire à 25% à 3 points, donc déjà ça fait un bel écart, et dans la manière ils ont été au-dessus, rien à dire là-dessus. On passe sur des joueurs du banc. Je pense que le premier qu'on peut citer, c'est peut-être notre sixième homme, c'est Alex Caruso. Alors, Alex Caruso, on connaissait l'effet mascotte des Lakers, on connaissait sa hype, on avait vu des gens précédents qui nous régalaient, qui faisaient kiffer, c'était un smile, surtout un très très bon joueur de basket. On se rend compte quand même de plus en plus que c'est un défenseur absolument Ah incroyable. bah il est élite en défense, mais ça on l'avait dit dès le début ça aussi, Ah hein, ouais, donc enfin encore une fois les observateurs extérieurs étaient peut-être surpris, mais enfin je sais pas, Caruso on savait dès le départ que c'était la défense sa oui que qualité c'était une première grosse et qu'il acquisition, allait mais nous faire passer un cap à ce niveau-là. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque match, tu te dis, enfin, tu vois, t'as beau le savoir, quand tu le vois ah sur oui, des ça sorties reste de zone impressionnant à d'atout et le regarder, c'est faire sûr. déjouer, tu te dis quand même, ouais, ça reste franchement hyper impressionnant qu'un mec de cette taille-là, de ce gabarit-là, te défende n'importe quel joueur en face et le fasse totalement sortir de son match. C'est Et en incroyable. plus, il est capable de s'adapter. Si le mec est plus grand que lui, il va le jouer d'une certaine manière. S'il est plus petit, il va le jouer d'une autre manière. Hier, on l'a vu sur Embiid. On l'a vu une ou deux fois sur Joel Embiid. Et bon, des fois, les arbitres lui ont sifflé des fautes un peu étranges, mais dans l'ensemble, il a été, il a fait le taf, quoi. Et encore une fois, peu importe qui tu lui mets en face, il est capable de, de, de lui casser les couilles d'une manière différente. Donc c'est clair que à ce niveau-là, et puis en plus, c'est un leader. Tu le vois, il parle tout le temps. Il dit aux gars, placez-vous là, anticipe là, il va faire ça. Garde là-bas, il va passer la balle comme ça, tend les bras. Et tu vois, il place les types. Et ça, c'est une sorte de mini coach sur le parquet. Et on n'avait pas ça pendant des années. Donc c'est clairement que du bonheur d'avoir ce profil-là. Alex Caruso, là je suis allé regarder, il est cinquième en termes d'interception dans la Ouais, ligue, avec 2,5 par match en sortant du banc. Et puis de l'autre côté du terrain, en attaque, voilà, il met ses 3 points, il met ses dunks, il fait des belles passes aussi, c'est un fort QI super passeur. basket. Ouais, vraiment super passeur, donc voilà, juste un pur régal pour nous. Gros sixième homme, gros volume de temps de jeu, souvent il finit les matchs d'ailleurs, et Ah c'est mais mérité. totalement. Il faut que Caruso finisse les matchs. Surtout quand en ce moment on a que des fins de match serrés, on a besoin de lui défensivement, c'est clair et net. Moi, j'envisage pas une fin de match sans Caruso, mais pour moi c'est sûr et certain. Ouais, d'ailleurs, bah, c'est lui qui nous fait gagner le match contre les Celtics. Donc voilà, c'est un gars qui s'est déjà montré plusieurs fois précieux, qui a pas peur. Il a joué, il a été champion, il a joué avec LeBron James. Voilà, en termes de Q-basket, je pense qu'on est quand même très très haut. Donc non, Ah, que il sait du ce pur qu'il kiff. fait, c'est clair qu'il sait ce qu'il fait, et il sait comment le transmettre aux autres en leur disant voilà, il faut faire comme ça. Parce qu'on a vu, ouais, voilà, comme tu dis, c'est lui qui nous fait gagner à Boston, mais enfin, pas, enfin, par la manière dont il a permis d'obtenir des stops défensifs. Et c'est ça qu'on voit sur pas mal de matchs, c'est que dans les dernières minutes, les dernières possessions où on a besoin de stops défensifs, bah Caruso il est là et il fait le taf. Et c'est souvent grâce à lui qu'on obtient ces stops défensifs. Bah, parce que on sait que sur les dernières possessions, voilà, comme je disais tout à l'heure, le playbook du quatrième quart, c'est notre playbook, c'est beaucoup d'ISO. Et pour défendre l'ISO, il y a pas beaucoup mieux que Caruso en NBA, quoi. Non, mais totalement. Parce que autant on peut se faire trouer par voilà comme je disais, des décalages loin du ballon et tout, mais sur les fins de match, les équipes elles vont plutôt chercher de l'ISO. Bon, d'ailleurs, on le voit encore hier, hein, c'est du 1 contre 1, c'est Curry met un tir incroyable, On mais l'a c'est très bien bien défendu défendu. quand Bon, même. on Et n'a pas eu de bol sur ce coup-là parce qu'il le rentre, mais on l'a très bien défendu. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, sur des fins de match serrées pour défendre de l'isolation, on a un mec incroyable avec Lonzo Ball en plus, donc que du kiff. Que du kiff. On passe sur un deuxième mec de banc, donc là je te laisse choisir celui que tu veux. Fais-toi plaisir. Parlons d'Ayo. Parlons d'Ayo parce que j'adore Allez, son Ayo. duo avec Caruso Ayo. justement.
il s'est déjà imposé comme un des premiers gars à rentrer sur le parquet avec Caruso et les deux à l'arrière associés bah, défensivement tout de suite c'est voilà ça c'est ce qu'on attend de nos arrières avec des profils défensifs. Ça coupe les lignes de passe, ça casse les couilles à tout le monde, ça presse haut, ça fait des prises à deux, ça fait des super Z, ça va se replacer, enfin ça fait tout le sale boulot et c'est nickel quoi. J'adore son attitude. Il a peur de rien. Et en plus, en plus, il commence à mettre des paniers de l'autre côté, parce qu'en tout début de saison, il avait très peu d'adresse. Et là, en ce moment, voilà, il met des 3 points en transition, il va attaquer le cercle et tout, donc que du bonheur. Hier, il te met un 3 points en transi à l'arrêt, là, à 45 Ouais, degrés à droite, et tu fais ouais. ouf! Il a pas peur, hein. Il le prend, Ah il est oui, en oui, il confiance, arrive il le lancé, met, et il est démarqué, boum. Il a pas hésité 2 secondes, c'est clair. ouais, il nous régale. Alors, on rappelle, Ayo, c'est un rookie, sauf que c'est un rookie qui a fait 3 ans de fac. Donc on voit que ça change Eh quand même oui, pas mal de choses, qui a emmené son équipe en tournoi NCAA en étant le leader de cette équipe-là. Il avait un très fort duo de pick and roll avec Kofi Cockburn, le pivot, produit local, hein, il grandit à bien sûr. Chicago, fait sa fac à Illinois, donc il a tout pour devenir un Ah, c'est fan déjà un favorite. chouchou. Ce qui est cool, C'est déjà un t'as dit quoi? chouchou. Lui et Caruso, à chaque fois qu'ils rentrent, les deux, Ouais, c'est déjà un chouchou. c'est bonheur. Ouais, oui, les gens écrient son nom. Mm. Ayo, c'est vraiment la babyface, Ouais, comme ils l'appellent aussi. Non, non, c'est que du pur kiff. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Ayo Dosunmu, bah, encore une fois, profil très long. C'est un grand guard et tu peux très bien le faire jouer avec d'autres guards. Donc, même si Kobe White y revient, et Kobe White devra avoir du temps de jeu, je pense que c'est assez évident, sur un profil ouais. totalement différent en attaque, il peut très bien jouer avec Ayo et Caruso à côté. Il n'y a aucun Oh, souci pour moi. tu peux aligner, tu peux mettre les trois, oui, oui, avec des line-up à trois arrières comme Donovan les affectionne. Si tu mets ces trois-là, oui, c'est, c'est pas forcément un problème, oui, ça c'est sûr. Ce qu'on n'a pas encore vu beaucoup chez Ayo, c'est son qualité de passe. C'est un excellent passeur. Maintenant, il n'a pas beaucoup la balle en main et ça se comprend, Oui. c'est normal. Parce qu'aussi, on l'avait déjà souligné en début de saison quand on en parlait, c'est que c'est un joueur assez lent dans l'axe panier-panier. On le voit quand il va au niveau du panier. Alors, il met des fois des très jolis lay-ups très loin de la planche, mais c'est parce qu'il n'a pas cette vitesse, le premier pas Ouais. explosif pour vraiment rentrer dedans, être un scoreur Gros efficace près du gabarit cercle. aussi, donc Mais bon, voilà, encore c'est faut bouger comment dire. Tu vois, il est quand même tanké, donc faut pouvoir se déplacer, quoi. oui, il est Il tanké. a des sacrées épaules déjà, hein, bon, il a 22 ans, mais pour un rookie, c'est, Oui, il est très ah ouais, il développé est costaud. physiquement, il bouge bien latéralement, il Ah peut oui. monter haut, loin du ballon. Moi, je l'ai vu mettre de Mm, sacrés mm. tomards à Illinois. Vraiment, il peut Ah monter oui. très très haut, mais c'est vraiment, voilà, c'est un défaut d'explosivité sur le premier pas. Malheureusement, pas quelque chose sur lequel tu peux faire grand chose, mais de toute façon, on l'a pas Non, non, signé c'est pour sûr. ça. C'est pas un vrai porteur de balle. Il joue arrière, mais un peu à l'image de ce que fait Frank Ntilikina actuellement avec Dallas. Voilà, c'est des faux gardes, vraiment des profils de 3 and D que tu fais rentrer pour mettre de l'intensité, pour mettre de la transition, pour mettre de la défense, quoi. Et il le fait Ah parfaitement. oui, oui, jusqu'ici, là, le rookie, il fait vraiment, vraiment plaisir. Tu me diras, là, on a parlé de pas mal de joueurs, il y en a peu à qui on a dit, ouais, ça fait pas plaisir quand même. Parce que là, en ce moment, c'est tellement Ben, régalade on, que, on a un kiff collectif et on sait que, bah voilà, encore une fois, on disait oui, le banc, c'est quand même très très faible. Alors, pour mettre des points, effectivement, t'es pas les plus grands scoreurs, c'est mais on pour s'en ça que le fout. retour de Kobe Et, fera du bien. mais on a aussi, je pense, à voir comment il s'intègre là-dedans, mais de toute façon, Kobe White, loin du ballon, il va prendre ses tirs, il va mettre ses tirs et tout ça, donc ce sera toujours un peu plus Ah de oui, jus. Mais on a vraiment un banc qui crée des momentum, quoi, comme on le totalement. disait. Euh, Il y a un autre joueur du banc qui rentre, qui crée du momentum en ce moment, c'est Tony Bradley. Tony Bradley, toi, t'y croyais Grave. fort en rotation pivot. Moi, j'y croyais pas beaucoup, j'avoue. J'étais plus fan d'Alizé Johnson sur un profil beaucoup plus petit, beaucoup plus tanké, etc. Mais je dois bien reconnaître que Tony Bradley fait du très très bon travail là depuis qu'on lui fait confiance. Bah, lui aussi, il avait eu un petit souci en début de saison. Il avait pas joué quelques matchs de pré-saison. Je sais plus exactement ce qu'il avait. Je crois que c'était un au pied ou au dos. Non, c'était au dos. Ouais, il avait des soucis de dos. Mais maintenant, bah écoute, ça va. Il a intégré la rotation. Alors, comme je disais un peu avant, c'est dommage qu'il ait fallu attendre que Patrick Williams se blesse pour que lui et Derrick Jones foulent le parquet.
Mais depuis qu'ils sont sur le parquet, ben, on voit quand même énormément de bonnes choses, hein. Protection du cercle, le rebond, euh, tout le sale travail, quoi. Il est capable de bien gêner tout ce qui arrive vers son cercle. De l'autre côté, bon, c'est surtout des lay-ups et des dunks, mais voilà, il a pas une palette offensive extrêmement garnie, mais voilà, il est capable de récupérer des rebonds offensifs, ressortir la balle, faire le sale boulot. Donc voilà, tout ce qu'on demande à un intérieur remplaçant, quoi. Donc jusqu'ici, là aussi, très très propre, pas beaucoup de déchets dans son jeu, donc voilà, il sait ce qu'il sait faire, il le fait, il tente pas de faire des trucs farfelus qu'il est pas capable de faire. Donc voilà, sobriété, efficacité, très très propre. Ouais, tu l'as très bien décrit, et c'est vrai il va chercher. Alors là où je suis surpris, et agréablement surpris, c'est qu'il va chercher plus de ballons un peu perdus. Ouais, Tu vois, des balles qui sortent, des ouais. rebonds longs, des. Hier, encore une fois, il y avait un ballon qui. Tu sais, il y a une touche et il va être donné aux Celtics. Non, il va la chercher il se jette au niveau des caméramans, là, il te la ramène. Donc il y a du hustle. Et je suis assez surpris par sa vitesse de pied. Je voyais un profil un peu pâteau, un peu très grand, très long, mais pas très mobile. Et non, il a une Non, très non, belle mobilité, ouais, Tony ouais, Bradley. justement, il Donc, est très mobile et rapide pour sa taille, et justement, c'est ce qui lui permet aussi d'être aussi solide en protection du cercle. et le corps tient Oh bien au oui. contact. Tu vois, il est monté Mhm. assez fin, hein. Bon, il a de la masse, mais il est monté assez fin. Ben, il a pas, voilà, contre Joel Embiid, contre André Drummond, contre bah, ces mecs-là, même encore avant, là, il y avait Robert Williams, il y Gobert, avait Hassan même sur Whiteside, Gobert, hein, il etc. y est allé, hein, il y a pas eu de Gobert, problème, hein. hmm, ouais, il a même très près Mhm. du cercle. Tu vois, il s'est pas fait enfoncer, il reste vertical, il conteste très bien et il va prendre les rebonds. On score pas facilement près du panier sur Oh Tony non. Bradley, c'est une bonne chose. Ouais. Bon, il porte le numéro 13, ça me fait toujours un peu chier, mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher. Oui, mais tu vois, il est un peu dans la même veine. Bon, forcément pas, tu vois, Ouais. toute proportion gardée, hein, mais c'est un peu, tu vois, en termes d'énergie défensive, d'aller chercher les rebonds, contrer, etc. Il y a un truc, Alors, voilà, c'est le numéro 13 qui porte chance. sûrement. Il a un peu récupéré Dame de Joachim Noah. En plus, ce qui est drôle, là, c'est qu'il a joué coup sur coup, enfin pas coup sur coup, il y a les Celtics entre les deux, mais il a joué contre deux de ses Ouais. anciennes équipes, les Sixers et le Jazz, donc il connaissait bien Joel Embiid et Rudy Gobert, et il a montré que le backup, il a fait du chemin Et, depuis, donc euh, c'est toujours et assez les deux sympa. coachs ont été interrogés, donc Quinn Snyder à Utah et Doc Rivers pas aux Celtics, ça fait un moment, mais aux Sixers. Aux Et les Sixers, deux ont dit qu'ils adoraient ce que faisait Tony Bradley, ils aimaient beaucoup son jeu, etc., qu'ils étaient contents de sa progression, mais qu'ils étaient pas surpris parce qu'ils savaient que voilà, c'était ce genre de joueur-là. ouais, bah, en tout cas, ils se sont pas trompés, c'est une bonne pioche, il nous fait plaisir, et écoute, tant pis pour Isaiah Johnson, peut-être qu'il aura d'autres J'espère parce opportunités, et que puis bah tant mieux pour il a Tony pas Bradley qui... démérité, il a fait des bonnes entrées aussi, Non, il joue bien. un peu dans le même style, tu vois. Bon, un peu moins protection de cercle, mais voilà, grosse lutte au rebond, grosse énergie. Voilà, un mec pareil qui a un impact défensif quand il rentre. Donc voilà, il est sur le banc parce que bah, il y en a 10 qui font mieux que lui, quoi, dans l'équipe. En gros, c'est ça. T'es pas sur le banc parce que t'es mauvais, t'es sur le banc parce que bah ceux qui sont sur le parquet font mieux que toi, quoi. C'est juste. C'est ça, peut-être que si un soir on a besoin de jouer peut-être plus petit, tu vois, bon, si je pense au moment plat, si on voit les Nets bientôt, avec leurs pivots de très petite taille comme Ouais. Lamarcus ou Blake Griffin, etc., ou Nick Claxton qui est très mobile, peut-être que ce sera Lizzie Johnson qui brillera plutôt que Tony Bradley. Voilà, ça reste une casse possible pour lui, le jour où il y a besoin d'un petit pépin physique, il peut rentrer, il sera prêt. C'est ça. Ce sera la parenthèse à Lizzie Johnson, mais on sait que peu importe le temps qu'il aura, il sera prêt, il sera efficace dans Même ce laps chose de pour temps-là. Troy Brown Jr. qui jouait pas mal au début, qui a perdu des minutes et qui maintenant ne joue plus du tout. Euh, Pour Ayo, oui, voilà, pour Ayo. Donc voilà, c'est parce que bah, le rookie fait de grosses choses. C'est pas parce que Troy Brown a fait n'importe quoi. Bien au contraire, je l'ai trouvé même plutôt bon. Et en progrès au niveau de l'attaque du cercle et au lieu de se contenter de shooter à 3 points dans les corners. Bon, sa finition est pas toujours géniale, mais j'avais vu des bonnes choses quand même. Et
Oui, il est pas sur le banc parce qu'il est nul, il est juste sur le banc parce que bah ceux qui sont devant lui font mieux quoi. Alors lui, il est en Ouais, contracteur pour le coup. Il a, il est en fin de contrat rookie, donc j'espère qu'il pourra, si jamais il n'a pas d'opportunité, assez tôt quand même, qu'il pourra montrer suffisamment pour qu'il ait un contrat par quelqu'un, parce que c'est un joueur qui a toujours bien contribué, qui est toujours bon défensivement. Alors effectivement, là cette année, on l'a moins vu mettre des grosses presses tout terrain, mettre des interceptions dans les mains, mais en même temps, comme tu le dis, il y a Caruso qui le fait, il y a Lonzo qui le fait, il y a Javonte c'est Green ça. qui le fait, donc Ils peuvent on pas tous est, intercepter le ballon en ça se même voit temps, peut-être aussi donc moins. C'est ça. Donc voilà, ça se voit peut-être aussi un peu moins quand il y a un mec ben, qui est juste dans la lignée de ce que les autres y font, mais on sait très bien, Troy Brown Jr., que si à un moment donné son nom il est appelé, il pourra contribuer ouais, j'ai pas sans de aucun doute à ce problème. niveau-là. Ouais. Euh, Il y a un mec qui vient de rentrer dans la rotation. Alors moi au début je pensais que ça allait être le titulaire enfin, au poste 4 quand Patrick Williams s'est blessé et qu'il allait jouer plus souvent au début de saison. C'était Derrick Jones Jr. On a mis du temps peut-être pour l'intégrer. Alors nouveau joueur dans l'effectif contrairement à Javonte Green qui était déjà là l'an dernier en fin de saison. Mais voilà, Derrick Jones Jr. Il arrive et c'est vraiment très 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 bien ce qu'il fait. Oui, Surtout oui. défensivement. Surtout défensivement. Mais même en attaque, au-delà des dunks et tout ça, ça lit bien le jeu. Ah oui, oui, puis il a même rentré un ou deux, trois points par-ci par-là, donc c'est même surprenant de sa part. Tu vois, ah oui, tu mets des trois points maintenant. Bon, ok, bon ben bonus, on prend. Tu vois, ma foi, ça peut toujours dépanner de temps en temps, même si évidemment c'est pas ce qu'on va lui demander le plus, mais clairement sa défense et l'impact qu'il y met à chaque fois est vraiment top parce que tu sens qu'il est capable de lire le jeu adverse, la couverture des pick and roll, les aides. euh, c'est même pas tant un contre un, mais c'est plus vraiment voilà dans les aides, dans le placement, dans comment tu vois venir. Il est très Ouais, très voilà, mais il a lourd. des bras interminables lui aussi. Et encore une Hein. fois, c'est Ouais, ce qu'on ouais. disait, des mecs à longue envergure, c'est ce qu'on réclamait, enfin c'est ce que les Bulls voulaient et Derrick Jones fait clairement partie de cette liste. Et donc bah même chose que Bradley, c'est dommage qu'il ait fallu attendre que Patrick Williams se blesse, mais une fois qu'on l'a mis sur le parquet, bah lui aussi gros impact et voilà, il a maximisé le temps de jeu qu'il a eu jusqu'ici, ça c'est clair. Mais encore une fois, hier, c'est lui qui sonne un peu la révolte. Contre les Celtics, pareil, il est très très bon. Donc, ouais, du pur régal. Et bah, voilà, il peut défendre les extérieurs, il peut défendre les ailiers. Toujours comme tu le dis bien dans l'aide, il a mis plusieurs très très jolis contres. Hein. Il met des bonnes grosses bâches. En attaque, il ne demande pas grand chose, mais il est toujours dans le dunking spot. Hein. Il est toujours près du panier à 45 degrés pour la mettre dedans. Ou bien dans la ligne de coupe pour s'envoler par-dessus. Donc non, D'ailleurs, non, très bien tu Derrick parles Jones des Jr. contres. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était Lonzo Ball, le meilleur contreur de l'équipe. Alors, évidemment, ça a dû changer avec le match d'hier, mais c'est Derrick Jones hein, qui est le meilleur contreur avec 1,8. Je Il crois est qu'il en a passé mis devant. 3 hier contre Philadelphie, donc du coup, ça a dû bien faire grimper sa moyenne vu qu'il a très peu joué. Donc, quand tu mets 3 contre, tout de suite, ça Ah, fait c'est vite possible. grimper la moyenne, quoi. C'est possible parce que Lonzo il était à 1,9 par match Ah, avant bah le voilà, match d'hier. Donc t'avais pas les stats mises à jour avec hier, c'est pour ça. c'est ça, ça devrait être ça. Ah ouais, parce qu'il en met Il en combien? met Il en met deux deux hier, ouais. contre les Sixers, il en met 2 contre les Celtics, 3 contre le Jazz. Ouais, ouais, Forcément. ouais. 1,8 par match. Ah, tu vois, ça doit se jouer. Je vais regarder. Mais en tout cas, ouais, on a des profils de 2 mètres qui mettent des bons gros comptes un peu partout. C'est pas Vucevic le plus gros contreur, mais voilà, ça peut venir. Et comme tu l'as dit, on est top 10 au blocks, donc la menace vient du ciel. Ah ouais, non, bah c'est clair, hein. Bradley et Jones, à eux deux, ils nous ont clairement beaucoup renforcé au niveau de la défense du secteur intérieur, ça c'est certain. Parce que autant comme on disait, t'avais des Caruso, Ball, Dosunmu qui bloquent les drives adverses, mais les quelques fois où ça passe quand même, derrière en deuxième lame, t'as Bradley et Jones. Et d'ailleurs, c'est un 5 que j'ai vu plusieurs fois utilisé dans les troisième et quatrième cartons, mais quand t'as Bradley, Jones, Bo- euh, pardon, Bradley, Jones, Caruso, Ayo Ayo Lonzo. et non, pas Lonzo, Bradley, Jones, Ayo et Caruso, plus soit DeRozan, soit Lavine pour s'occuper du scoring quand les quatre autres sont Ouais,
Ah ouais, J'aime beaucoup, hein. ce line-up là, il est monstrueux. Moi, je suis vraiment fan. C'est celui que t'as soit en troisième quart-temps Ouais. qui sonne les Début du révoltes, quatrième soit aussi, quand des tu sors fois. tout le monde et que tu laisses que des Ouais. Rosanne sur le terrain. Ouais, et ça c'est des très très bons, Ah très ouais. bonnes rotations. Bah, on a fait un peu le tour du banc. Là, alors voilà, on peut quelques petites mentions, pas des joueurs qui ont pas beaucoup joué, très peu joué. On sait que la G League ça commence là, donc Devon Johnson il est parti en G League, Simonovic il est parti en G League, etc. Donc on parlera pas d'eux. On fera peut-être un point quand il y aura un peu plus de Ouais, matchs ils ont fait là-dessus. un match de Mais préparation en allons sur G-League et leur premier match, ouais, c'est samedi là. Leurs deux premiers, parce ils sont en back-to-back samedi, dimanche. d'accord. Bah moi je regarderai peut-être plus quand ils joueront contre l'Ignite avec Envergure, donc la Mhm. team de développement Ouais, là, tu ouais, sais, ouais. avec les Mais jeunes après, je sais prospects même pas draftés. trop si les Et matchs sont visibles plus que ça. Enfin, du moins, peut-être pas en live. bah hier en tout cas il y avait l'Ignite, Ouais, mais tu vois, qui l'Ignite, mais jouait, après donc les quand autres, même le gros je truc, sais pas, faut que je regarde. mais ils n'étaient pas diffusés. Donc si l'Ignite elle est pas diffusée, c'est quand même Ouais, ouais, assez c'est pour dur ça, je pense que les autres, ça de va être voir les compliqué autres quoi. d'en voir grand-chose. Il y a souvent des highlights après les matchs, ou des résumés de genre 10 minutes, mais les matchs complets, c'est Ouais, difficile. moi l'an dernier j'avais trouvé quelques replays l'an dernier, mais on verra pour cette année. Passons sur le coach en général, sur Billy Donovan et son staff. On peut parler des rotations. Alors on a déjà fait un tour dessus. On peut parler un petit peu des schémas d'adaptation, des déclarations et tout. Qu'est-ce que t'en penses, voilà. Bah, on a déjà touché à pas mal de choses, hein, comme on l'a dit, le fait qu'il y ait toujours un ou deux titulaires avec les remplaçants pour assurer le scoring, souvent DeRozan, mais des fois t'as Lavin et Vucevic avec le banc, des Hier fois c'était t'as Lavine. Lonzo et DeRozan avec le banc, donc t'as toujours quelqu'un capable de scorer pour aider les benchers à se focaliser sur ce qu'ils savent faire, à savoir défendre. Les rotations ont un petit peu bougé depuis le début de saison. Comme on l'a dit, Alizé Johnson et Troy Brown sont sortis au profit de Jones Jr. et Bradley. Mais bon, quand tu vois l'impact que ces deux-là ont eu, ben, tu te dis, oui, fallait le faire. Tu te dis même, ça aurait pu dû être fait plus tôt. Mais bon, ça, après, c'est comme ça. C'est toujours des trucs qui se mettent en place petit à petit. Après, on sait toujours que ça évolue au fil de la saison avec les méformes, les blessures, etc. Mais c'est vrai que jusqu'ici, euh, on n'a pas vu de rotation binaire comme certains aiment bien dire que Donovan aime faire, alors qu'il a dû faire ça trois fois au KC il y a 6 ans de ça. Mais enfin bref. Euh, Bah, ça a commencé à en parler quand il disait oui, DeRozan avec 4 titulaires. Mais en fait, c'est une bonne chose pour pour DeRozan, DeRozan. oui, parce que ça le cache un Donc oui, peu c'est en le seul défense et titulaire, lui il peut mais s'occuper de son scoring. Mais il y a souvent un autre titulaire avec DeRozan aussi, donc c'est pas non plus binaire ouais, de comme on plus aime en le plus. dire. Comme, comme on aime bien lui Non, je suis coller d'accord. l'étiquette à Donovan, mais voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe, et donc entraîneurs, à qui on aime bien coller des étiquettes qui sont collées depuis 4 5 ans, et puis ben, et peu importe ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Tu sais, c'est le sparadrap du capitaine Haddock dans Tintin. Il a beau tout faire, tu sais, il Ouais, s'agit dans tous ouais. les sens, mais non, le sparadrap, il reste collé. Bah voilà, c'est pareil. Donovan, tu vois, même dans 10 ans, oh, rotation binaire, ok, ici. Voilà. Bah, c'est vrai que quand tu te fais une mauvaise image, après c'est dur Voilà, d'en sortir, quoi. c'est mon mini coup de Donc, gueule. bon, non, mais t'as bien raison, hein, t'as bien raison. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de critiques en début par plein de gens hein, sur les rotations, sur la défense, sur la cohésion offensive, etc. Bon, voilà, là on est à 6-2, on a fait des beaux résultats. Donovan, moi j'aime beaucoup ce qu'il met en place au niveau des rotations, au niveau du plan défensif, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Sur les prises de temps mort, c'est vraiment bien, il y a des belles réactions. Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je vais attendre un peu plus de préparation d'avant-match, mais ça, on verra, et peut-être un peu plus de fluidité en attaque, et ça c'est pareil, il faudra prendre du temps au niveau de la saison et voir les ajustements. Mais non, au global, je suis quand même très content de ce qui se passe, et le groupe a l'air de vraiment adhérer au projet et au déclat du C'est ça coach. qui est à noter, c'est l'état d'esprit depuis le début de saison. Ça aussi, c'est insufflé par Est-ce le que... coach et le coaching staff. C'est le fait, tu vois, ne serait-ce que tu regardes les deux derniers matchs contre Boston, enfin à Boston et à Philadelphie. À Boston, l'an dernier, ou l'année d'avant, etc., on aurait perdu ce match-là, mais On large. À perd. -19, les mecs, ils auraient lâché l'affaire, fait, ah, c'est bon, ouais, on reviendra pas. Là, que dalle, les mecs, ils continuent d'y aller, ils continuent
d'aller provoquer, de rien lâcher. Et on a vu ça sur tous les matchs. Contre les Knicks, pareil, t'es mené à domicile, les mecs ils tentent de revenir, ils obtiennent des stops défensifs. Voilà, nos gestions de fin de match sont excellentes parce qu'on a un super état d'esprit et qu'on lâche rien, tout simplement. Même hier contre les Sixers, moins 18, on revient, ils refont un écart, on revient, ils refont un écart, on revient, et au final, ça se joue sur la toute fin. Mais il y a aucun match sur le début de saison où tu te dis, bon, bah là, ils ont laissé faire parce que bah c'était trop tard, quoi. C'est ça. Non, non, on a une équipe avec un gros mental. Maintenant, Ça ce que change, hein, Donovan, ça on change l'a la dit, Wendell hein, Carter et qui bien baisse la sûr, c'est tête dès évident. qu'il loupe un layup. Ouais, ou Laurie qui se faisait dessus. D'ailleurs, Laurie qui fait une très belle saison, et Endel Carter aussi qui font une très belle saison dans leur nouveau club, donc on est content pour eux. Ouais. Euh, mais par contre, voilà, maintenant ce que Donovan a dit et ce que les autres gars ont dit, c'est bien de faire des remontadas incroyables, peut-être dans l'urgence. Maintenant, Ouais, c'est mieux de c'est l'éviter, mieux ouais, c'est aussi clair. de, Tu peux pas toujours te retrouver ouais, à c'est moins ça, 10 moins 15 et faire des retours. Non, ça arrive pas. C'est arrivé à Boston, allez, on mais commence le voilà, match, quoi. c'est non. Ça peut pas arriver tout le temps et on l'a vu dès le match suivant à Philadelphie. C'est ça, voilà, faut préparer son match, faut rentrer dedans directement, faut prendre, voilà, faut aussi créer, comme tu le dis, un peu d'alchimie sur le starting five, et puis voilà, se mettre en confiance dès le début, et puis juste dominer de A à Z comme on a su le faire contre, par exemple, les Pélicans ou des équipes en pré-saison, quoi. Écoute, on a fait un gros point complet. De toute façon, tout au long du podcast, là, on a fait un gros volume sur le staff, sur le jeu et tout ça. Donc, je te propose, on finit avec un petit peu une prévision sur la suite du calendrier. On sait qu'on a une fin de mois compliquée, pas impossible, vu qu'on a vu qu'on pouvait battre n'importe quelle équipe, mais compliquée. Je te propose, on fait un petit tour du calendrier, puis on voit ce qu'on en pense. Eh ben, on va continuer d'enchaîner les tests, hein, vu que depuis le début de la saison, le narratif de tout le monde, c'est de nous dire qu'on a plein de tests à passer chaque match. Donc, bah voilà, prochain test Philadelphie, test suivant Brooklyn, test Une suivant revanche à Dallas. Donc là, domicile. les trois matchs à domicile, avant de partir en road trip à l'ouest où t'as Golden State. Ensuite, t'as les Clippers et les Lakers en back-to-back. Après, t'as Portland et Denver, donc gros road trip. Tu reviens à la maison, t'as New York, donc là, ça t'amène au 21 novembre et t'as déjà, ça fait 9 matchs là qui sont costauds, donc mais en même temps qui me font pas peur parce que bah vu les derniers matchs, moi il y a pas de match où je me dis ouais on va se faire torcher. Il y en a où ça va être compliqué, c'est clair, hein, on affronte que des grosses équipes, mais il y a rien qui me fait peur vu l'état d'esprit qu'on y met en ce moment. Non, c'est ça, on est sur une équipe, maintenant tu te dis qu'on peut battre tout le monde. J'aurais aimé, forcément, alors on peut pas tout gagner, mais j'aurais aimé gagner contre les Sixers hier, battre une équipe en méforme pour me dire voilà, on n'est plus les Bulls qui sous-estiment l'adversaire et qui perdons contre des équipes décimées comme on a su très bien le faire. Maintenant, on va avoir d'autres façons de le voir. Euh, on est en début de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui sont pas encore en rythme collectivement. On t'a dit les Nets, c'est pas Bah, nous encore non plus, hein, rodé. Les nous non Mavs, plus, c'est pas offensivement, rodé. on n'est Les pas encore Clippers, rodé, c'est hein. pas rodé. Non, nous non plus, nous non plus. Tu vois, les Blazers, les Ouais. Nuggets, etc. Donc voilà, faut finir ce mois bah, comme on l'a commencé, en essayant de voilà, créer de l'alchimie et gagner pas mal de matchs, parce que derrière, on aura un calendrier un peu plus accessible avec en alternant un match de notre niveau, un match avec une équipe un peu plus légère. Donc voilà, c'est là qu'il faut gagner des matchs maintenant parce qu'on a une conférence Est qui va être très serrée à ce qu'on voit là pour l'instant avec plein d'équipes de bon niveau. On avait parlé effectivement, on avait parlé du Heat, des Hawks, des Hornets et tout, mais on a des équipes un peu surprises. En tout cas pour moi surprises, comme les Cavs que j'attendais pas à ce Ouais. niveau-là, les Wizards que j'attendais pas à ce niveau-là, qui font des très bons débuts de saison. Donc chaque victoire compte parce qu'on peut avoir on peut avoir une fin de saison à qui tout se joue à une ou deux matchs quoi pour le Et play-in. d'ailleurs, tu vois, les deux derniers matchs du mois de novembre, on reçoit Miami et Charlotte. Et Ouais, ça va être ça va super être intéressant, ça. ouais, le duel des Mm. balls et Miami Top défense.
une des meilleures Ah ouais, ils sont défenses. monstrueux. Ils Ouais, sont une défense absolument incroyable. monstrueux défensivement. Je les ai vus là, je les ai vus jouer les Mavs là, ils proposent dans le même match genre 5 ou 6 défenses différentes contre Luka Doncic en faisant du switch de la trappe, l'orientation, etc. Tu fais waouh, les mecs ils ont autant de schémas défensifs là, comme ça, c'est vraiment Mais là encore, très c'est pas une impressionnant. surprise, hein, parce que Donc Miami, c'est toujours une grosse équipe défensive. Mais c'est vrai que là, leur manière de faire est vraiment impressionnante. c'est ça. Alors après, les gars, ils jouent déjà un rythme playoff, hein. Ils jouent avec une rotation hyper serrée, avec 33 minutes par match pour tout le monde. Ils ont pas de profondeur d'effectif, donc j'espère pour eux que ça va tenir. Enfin non, je l'espère pas parce que j'ai envie de les Ça va être taper, mais compliqué sur la durée, ce genre de euh, truc. C'est jamais trop, comment dire, maintenir tout ça sur toute une saison, c'est quand même difficile. Donc, il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui se c'est ça. blessent. Bah non, Non, ah, ils peuvent pas se permettre eux, hein. Franchement, alors encore, ils ont Tyler Hero en sixième homme incroyable, mais en termes de profondeur, ils peuvent pas se permettre une grosse blessure, donc voilà, on va leur espérer bien évidemment parce qu'on est des gros bâtards. Mais ouais, ça peut être des super matchs. On a une conférence Est vraiment dense et serrée. Là, je vois par exemple les Bucks qui sont dixièmes. C'est improbable quoi en début de saison. Donc tout est à deux matchs près. Donc voilà, c'est très très cool, très très cool. ouais, mais c'est normal, c'est encore le début, Écoute, je pense oui, oui, ça se ça va se décanter. Bah, décanter. de toute façon, je pense que d'ici début décembre, mi-décembre, tu vas commencer à avoir des, euh, des trucs qui se mettent en place. Donc, ouais, voilà, Des des tendances tendances qui se dessinent. Ouais, qui ouais, vont se c'est sûr. confirmer, ouais. Hmm. Bah, on sent hein, que le Magic et les Pistons vont très très vite partir en tanking profond. Et puis après, on va voir quelles équipes arrivent à tenir le rythme Ah, toute le la Magic, saison j'aimerais bien et qu'ils quelles jouent à équipes. peu près jusqu'à ce que j'aille les voir en janvier. Et après, ils peuvent tanker s'ils veulent. Tu vas, tu fais un Un Bulls Magic Bulls Magic? à Orlando. Oui, Ah, trop bien, oui, trop oui, trop oui, bien. j'ai Bon, qu'une hâte là. bah, Oh ça là va être là. cool. Bah, tu nous prendras des photos. Tu t'achètes un petit maillot de Wendell du coup? Non. Non. Non, non. Non, et puis le Magic, ils ont des jeunes assez cool. Jalen Suggs, qui sort de Gonzaga, j'espère qu'ils vont lui donner le ballon dans les mains. Franz Wagner, perso, je suis pas un grand fan de Non, Michigan, mais mais bon, qui est un joueur Cole assez Anthony est vraiment intéressant. fun à regarder jouer, etc. Donc Ouais, ça peut être sympa. Ouais, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Moi, de toute façon, bah là, c'est tout réservé, hein, l'avion, l'hôtel, les places, etc. Je veux pas être loin du banc des Bulls en plus, donc ça va être fun. trop bien. Trop bien. Bah écoute, tu nous prendras tes Oui, meilleures photos et tu nous lâcheras oui, ça oui. dans ce cas-là. Ok, nice. Nice, nice, nice. Bon bah écoute, sur ce départ alléchant qui se profile, je pense on va boucler là l'émission. Nous, on se refera un bilan. On verra quand est-ce qu'on pourra, dès qu'on aura l'occasion, quand il y aura un peu plus de matchs et que on aura assis notre domination sur la conférence Est, Voilà. évidemment. Je peux dire un Euh, dernier truc avant que tu Jusque, conclues? bien sûr, c'est Non, ton non, podcast, non, tu non, dis non, ce non, que non, tu non, veux. ce n'est pas mon podcast, absolument pas. C'est pour ça que je demande si je peux dire un truc. Sinon, je dirais, attends. Mais c'est quand même important, donc il faut le dire et le redire. Le Chicago Sky est champion WNBA. Eh oui, Ah oui, eh c'est vrai, on l'avait pas oui, eh dit. oui, Ah, c'est trop bien. eh Trop oui. trop bien. Elles m'ont Monstrueux, t'as régalé, vu hein. un peu ça? Enfin, Eh, ils m'ont régalé parce qu'il y a le là, il y a du coach. niveau quand même, hein? Et je l'avais dit ou je l'avais pas Ouais, dit? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Je ouais, l'avais ouais. Mais annoncé, hein. voilà, franchement, ouais, les demi contre Connecticut et les finales contre Phoenix, c'était mais d'un niveau extraordinaire. Elles ont Ah ouais, été elles ont été incroyables. top, top, top. Donc un titre totalement mérité Comeback et aussi. une vraie belle Comeback team. fête ensuite dans Chicago. Donc ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Et elles sont venues au match des Elles étaient au garçons match des Bulls, oui, pour participer un peu à la fête, l'opener ouais, à contre l'opening New Orleans, night. c'est ça. C'est ça. Et là, elles ont déjà, parce que, alors, enfin, les filles sont assez incroyables, hein. Elles ont déjà repris les saisons en Pour la Europe. plupart, ouais. Donc, ouais, il y en a qui participent pas au championnat européen, mais il y en a pas mal qui font les allers-retours. En plus, elles avaient une saison coupée avec les Jeux Olympiques, donc très particulier, mais elles ont été formidables. Il y avait beaucoup d'émotions, combativité. Elles ont fait des comebacks Ouais. de ouf. Le dernier match à Ah, Chicago, là, elles c'était font un une comeback apothéose ce match-là, c'est de clair. ouf. Moi, je devais aller bosser le lendemain, je me suis couché trop tard et je me suis réveillé vraiment la tête dans le cul, mais j'étais très très heureux pour elle. Donc, bah merci à toi déjà parce que tu m'as transmis la vibes pour le Sky et je me suis vraiment mis dedans cette Bah, année. t'as choisi le Et bon moment, hein, non, parce non, que mais là, c'est vrai, c'est franchement, vrai. là, ça carbure.
je, je suis monté dans le train de la Ouais, hype c'est quand il clair. fallait, tu vois. Et il y a de plus en plus, alors toi, il y a ton compte sur Twitter qui fait vivre ça. Il y a de plus en plus de comptes Twitter qui partagent le basket Ouais. féminin. Donc j'espère que pour l'année prochaine, bah, il y aura de plus en plus de monde qui le regarde parce que C'est en train de grimper. Tu sens c'est que tous du les ans, il y a vrai un beau petit peu basket. plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Moi, ça fait un moment que je suis le basket féminin et tu sens que c'est vraiment, tu sens tous les ans une montée en puissance, même si elle est pas monstrueuse d'une année à l'autre, mais tu sens quand même que ça, c'est en train de prendre de l'ampleur. Depuis deux Ouais, trois ans, là, c'est ça pas fait mal. vraiment plaisir. Ben, d'ailleurs, la preuve en est, c'est on avait une femme, on avait Candace Parker sur la jaquette de NBA 2K22, donc c'est des trucs C'est cons, pas anodin, hein. mais qui te font C'est kiffer. pas anodin. Hein? Mm, mm. Ouais, c'est pas anodin. Hmm. Parce que voilà, c'est un projet, la WNBA, qui était déficitaire pendant un bout de temps, qui avait été lancé par David Stern, mais qui prenait pas particulièrement. Et là, voilà, on a de l'intérêt qui se génère et c'est très très bien. En plus, elles ont, voilà, c'est du très Ouais, beau voilà, jeu. Le ballon est la super cool qualité du basket proposé est vraiment top. Pas juste à Chicago, hein, il y a plein d'équipes qui jouent vraiment super bien. Ah oui, Ouais, il y a oui, des oui, bien sûr. légendes. Il y a des légendes du jeu D'ailleurs, ouais, profitez-en, dans parce plein il y d'équipes. en a, à mon Donc, avis, ça va plus trop tarder, hein. Les Sue Bird, les Torazi, les Candace Sue Parker. Bird, Diana Ouf, Taurasi, profitez-en maintenant avant qu'elle raccroche les baskets, parce que, ouais, ça va être, les ouais, baskets. j'ai failli dire les crampons, mais non, 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 C'est non, pas le non, même non, 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 sport. non, non. Bref, voilà. Je voulais parler du Sky, parce que l'autre fois, on en avait parlé, donc, Là, t'as bien raison. T'as c'est quand bien même pas raison. tout le Non, temps qu'on non, peut fêter un c'était titre. vraiment Donc, trop une trop bien. équipe de basket qui gagne à Chicago, tu vois, si ça pouvait en inspirer d'autres. Bah d'ailleurs ils en prennent le chemin et ils ont la même résilience donc c'est cool. On va demander à Coach Wade de venir donner des petits tips dans les vestiaires et à Candace Parker d'apprendre à nos gars à prendre des passages en force vu que c'est devenu sa Voilà, nouvelle exactement. spécialité apparemment. C'est ce qu'elle avait dit à l'arbitre. Maintenant je fais des passages en force l'arbitre hein. Faut être C'est ça. au jour. Enfin voilà, bon bah écoute, on va inviter nos auditeurs à réagir sur ce podcast. On a fait un gros morceau, mais c'était mérité parce que ben voilà, Ouais, on mais quand passe on un aime, début de on saison compte pas. Et puis incroyable, donc faut voilà, kiffer, comme tu faut dis, en on se profiter. régale. Là. Ce Exactement. début de saison, il est tellement top. Évidemment, il y a des trucs à redire. On sait que voilà, on n'est pas à 100%, mais encore heureux. Si on était à 100% au bout du huitième match, t'imagines? Non, non, ce serait, L'année voilà, prochaine, on ouais, pourra qu'on dire aura ça. plus d'automatisme avec nos gars, qu'on aura signé Zach LaVine au contrat max sur 5 ans, ouais, y a pas de problème. Mais pour l'instant, voilà, on est forcément encore une équipe en train de prendre ses marques et de progresser. Et quoi de plus logique? Donc voilà, débuter à 6-2, on s'y attendait pas forcément, mais on prend forcément. Et voilà, pourvu que ça dure, hein, même si le calendrier est compliqué, tant qu'on aborde les matchs avec la même énergie et le même état d'esprit qu'on a depuis le début de saison, moi j'ai peur de aucune équipe. Ouais, là t'as tout dit. T'as tout dit, je suis exactement d'accord avec toi. Donc bah écoute, c'est parfait, on reste là-dessus. Nous on va inviter les auditeurs voilà, à réagir, à le partager, à commenter, soyez nombreux un maximum possible. Et puis on se dit à tout Bah bientôt. ouais, On se retrouve tous les ouais. jours sur les réseaux sociaux, de toute façon sur Twitter notamment. Et puis ben go Bulls, see you Red, et let's Et oui, go! hein, comme d'habitude, faut surtout kiffer ce qu'on est en train de vivre et puis ben voilà, profiter au max. Donc voilà. D'ici le prochain pod, go Bulls et à bientôt. Ciao. Ciao!